Tout d'abord, je vous remercie d'être toujours parmi nous pour ce dernier débat intitulé donc « Étendre le domaine de la lutte, la danse, l'image, le virtuel ». Pour introduire la table ronde, je voulais vous partager un chiffre, 1 milliard. Alors 1 milliard, c'est le nombre de vues générées par un hashtag sur TikTok, le hashtag Slickback. Alors qu'est-ce que c'est que Slickback ? En fait, c'est une référence à une danse qui est devenue virale sur TikTok ces derniers mois. Et cette danse, elle s'apparente à une sorte de moonwalk latéral qui donne l'impression que la personne qui l'a fait ne touche pas le sol. Et donc, elle a été inventée ou créée par un jeune haïtien, un influenceur, un danseur. Et depuis, elle est devenue un phénomène viral puisque des millions de TikTokers se sont essayés à cette danse via TikTok. Et elle a même été reprise par des stars de la K-pop dont on sait aujourd'hui l'influence dans l'industrie musicale. C'était pour montrer un exemple en fait, de ce que provoque TikTok aujourd'hui et de la place qu'a la danse et l'art en général sur ce réseau social. Et donc cette danse, comme d'autres, ont leur propre code et TikTok fait en cela émerger des danseurs, des influenceurs qu'on appelle aussi des créateurs de contenu. Et parallèlement à la multiplication de ces canaux de diffusion tels que les réseaux sociaux, on voit aussi apparaître depuis quelques années des outils de technologie, des nouvelles technologies. On entend parler de XR, de VR, de mapping vidéo, de 3D. On entend aussi parler de métavers. Et on a l'impression que ces univers-là, soit ils effraient ou alors ils stimulent, mais en tout cas, ils ne laissent pas indifférents, que ce soit les créateurs, les institutions culturelles, mais aussi les publics, qu'ils soient d'ailleurs jeunes ou moins jeunes. Et donc, pendant cette heure et demie, on va essayer de voir quelles sont les opportunités qu'offrent ces outils, ces nouvelles technologies, à la fois en termes de création, de production, de diffusion, de médiation, de communication. Quelles sont les opportunités aussi en termes de rencontres nouvelles avec des publics qui sont déjà acquis ou qui seraient à conquérir. Et on essaiera aussi de voir si l'accès à la danse est réellement multiplié, amplifié par tous ces univers virtuels, et aussi quelles questions soulèvent ces univers et ces territoires digitaux en termes juridiques et en termes économiques. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir 5 intervenants. Je vais commencer tout à ma droite avec vous, Blanca-Ly. Vous êtes danseuse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes danseuse, chorégraphe. Et avec votre compagnie, vous êtes aussi directrice du Teatro del Canal à Madrid. Et dernièrement, vous avez créé une œuvre, un spectacle en réalité virtuelle, un spectacle immersif, qui a d'ailleurs, je crois, été présenté ici à Chaillot, et avec lequel vous avez remporté un prix à la Mostra de Venise, qui est un prix de la meilleure expérience VR en 2021. À votre gauche, nous accueillons Déborah Papiernik. Vous travaillez chez Ubisoft, qui est l'éditeur de jeux et qui développe des jeux en France et à l'international, mais qui est un éditeur français. Et donc, parmi les licences à succès, on a Assassin's Creed, Just Dance notamment. Et au sein d'Ubisoft, vous êtes chargé de développer de nouvelles alliances avec d'autres secteurs que le jeu vidéo, en prenant appui sur justement le catalogue d'Ubisoft. Ensuite, à votre gauche et donc à ma droite, Gilles Jobin, vous êtes danseur chorégraphe. Votre compagnie, elle est installée en Suisse et je crois que vous aimez à l'appeler une compagnie de danse digitale. Vous avez commencé à explorer les univers digitaux en 2017, si je ne me trompe pas, avec une première pièce, une première œuvre, et depuis, vous avez exploré ces univers, notamment en capturant les mouvements de danseurs qui prennent alors la forme d'avatars et en diffusant les pièces avec des publics en présence un peu partout dans le monde. Et donc, à ma gauche, Maude Franca, vous êtes directrice adjointe du programme d'investissement d'avenir, le PIA, et en charge notamment des actions d'innovation et du développement de l'économie numérique au sein de la Caisse des dépôts. Et donc, on rappelle que la Caisse des dépôts est notamment l'un des opérateurs du plan France 2030, et donc avec plusieurs déclinaisons dans la culture, les industries culturelles et créatives, et notamment un appel à projet qui porte sur
l'expérience augmentée dans le spectacle vivant. Vous y reviendrez au cours de cette table ronde. Et enfin, Louis Cacciutolo, tout à ma gauche, vous êtes le fondateur de Vroom, à la fois studio de production de spectacles immersifs et plateforme qui héberge des mondes virtuels pour ces spectacles immersifs que vous produisez ou que d'autres produisent, mais que vous hébergez sur votre plateforme. Nous devions aussi avoir Didier Fusillé, qui est le président de la Réunion des Monuments Nationaux Grand Palais, qui malheureusement a dû se désister et que nous excusons. Peut-être, pour commencer, je vais me tourner vers Gilles Jobin et Blanc-Cali et vous demander pourquoi est-ce qu'à un moment de votre carrière, vous avez voulu vous frotter à ces nouvelles technologies, vous avez voulu explorer le numérique, le digital. Merci de me passer la parole. En premier, bonjour à tout le monde. Pour moi, c'était vraiment une fascination des possibles. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours suivi un petit peu la technologie en danse. La danse et technologie a toujours été un genre presque en soi pendant des années. C'est quelque chose qui, je pense, a un peu volé en éclats dernièrement, puisque maintenant la technologie est devenue beaucoup plus accessible, donc on peut accéder beaucoup plus facilement à la technologie. Et pour moi, quand j'ai découvert les possibilités de la capture de mouvement, c'est-à-dire la possibilité d'augmenter en fait ma danse, c'est-à-dire quand j'ai pu me voir moi-même avec un avatar qui me ressemble à taille réelle et pouvoir me déplacer autour de moi-même et de ma partenaire qui est en train de danser, c'était complètement fascinant. Donc j'ai dit bon, il faut absolument que je fasse une pièce. Et la première pièce qu'on a fait, c'est VRI, qui était présentée ici d'ailleurs à Chaillot. Je crois qu'elle a eu pas mal de succès, qui était une pièce qui durait une vingtaine de minutes pour 5 spectateurs et spectatrices, et qui se voyaient en fait sous forme d'avatar. Donc ils interagissaient entre eux et ils avaient autour d'eux des danseurs géants, des multiplications de danseurs. On a présenté aussi ici à Chaillot il n'y a pas très longtemps Cosmogonie, qui est donc une pièce qu'on réalise à distance. Et ça, c'est vraiment le saut qu'on a fait dans le digital à partir du Covid, puisqu'on était équipés et on avait déjà une certaine expérience dans des pièces digitales. Donc je me suis dit, bon, vu que c'est la fin du monde, et en tout cas de notre monde en ce qui concernait la diffusion, le monde s'est ouvert sous nos pieds. J'ai dit, bon, ok, on abandonne la création en cours, on renonce à la scène et on va s'engager à fond dans le digital et puis on verra bien si ça dure. Moi, ce qui me surprend, c'est que ça continue malgré qu'on a, on va dire, en reprise maintenant et qu'on continue à diffuser sans voyager. Et Blanc-Cali, pour vous, quel a été l'élément déclencheur? Moi, c'est très différent de Gilles. Moi, en fait, moi, je fais toujours des spectacles vivants. C'est ce que j'aime le plus parce que pour moi, la scène, ça reste quand même quelque chose de immortel dans le sens que je ne pense jamais que le spectacle virtuel va remplacer le spectacle vivant. C'est une nouvelle forme de création et c'est ça qui m'intéresse. C'est cette nouvelle forme de création qui donne lieu à des œuvres qui ne pourraient pas exister avant. Donc, c'est le futur et c'est de créer des choses qui étaient impossibles il y a quelques années. Ça m'excite beaucoup. Et n'empêche que je continue à faire les spectacles. Maintenant, je dis le spectacle traditionnel parce que je ne sais pas comment appeler le spectacle normal sur scène. Et moi, en fait, ça a commencé très petit à petit parce que j'ai travaillé toujours avec la technologie d'une manière ou une autre, que c'était avec les mappings. Après, j'ai fait mon spectacle avec les robots. Après, j'ai découvert les 360, les premières images. J'avais fait un film. Après, une chose m'a amené à un autre. Et là, c'est vrai que mon dernier spectacle, Les Balles de Paris, qu'on a créé d'ailleurs ici, et qui est complètement virtuel, mais qui reste un spectacle vivant parce que les danseurs sont vraiment présents et qui partagent la scène avec le public. Donc, ce n'est pas complètement virtuel, c'est un spectacle dans lequel le public et les danseurs doivent se trouver dans un espace réel. Actuellement, le spectacle il est à Taïwan, après 2 ans de tournée, ça continue. Et moi, maintenant, je travaille sur un nouveau spectacle qui va utiliser la technologie de la réalité augmentée. Mais toujours avec cette idée de on est là, le public est là, les danseurs sont là, et la technologie vient pour faire partie des spectacles, comme les lumières et les costumes, comme beaucoup d'autres choses. Mais le spectacle doit quand même exister en réalité. Si je peux me permettre de compléter, on parle de nouveaux territoires ici toute la journée, et je pense que les nouveaux territoires pour la chorégraphie, c'est les territoires digitaux.
on vit notre révolution digitale maintenant. Donc oui, on a commencé il y a longtemps, Cunningham a fait beaucoup de choses avec la technologie, mais en fait, les capacités technologiques, la puissance des ordinateurs actuels nous permettent de reproduire c'est-à-dire d'intégrer le corps en mouvement dans un espace 3D, de le reproduire en temps réel. Et ça, c'est très récent, c'est quelques années, on parle de quelques années en arrière où c'est devenu possible. Donc en fait, à quelque part, on est les derniers à vivre notre révolution digitale. Le son, dans les années 80, ils ont commencé avec le sampling, ensuite ils ont fondamentalement changé leur méthode de création, la méthode de distribution, ensuite c'était l'image 2D, Photoshop, hein, on dit photoshopper, ensuite les effets spéciaux, le cinéma, la digitation du cinéma, les caméras digitales, c'était une révolution pour la danse contemporaine, la caméra digitale, puisqu'on pouvait filmer sans lumière pratiquement, alors avant c'était impossible. Donc, mais en fait, en ce qui concernait le mouvement, on était quand même toujours un petit peu à l'extérieur, puisqu'on ne pouvait pas vraiment être en temps réel. Donc pour moi, la grosse différence, c'est l'accès au temps réel, la digitalisation du mouvement, l'espace 3D. Et on remarque aussi que le spectacle vivant est en train aussi de se transformer dans ses pratiques, puisqu'en tout cas, surtout dans le show business, ils utilisent vraiment des moteurs de jeux vidéo maintenant pour réaliser des shows. Donc on n'utilise plus les outils traditionnels du spectacle vivant, les tables lumière, ce genre de choses. On crée sur ordinateur, on modélise un show, ensuite on connecte une table lumière dessus et ça marche. Moi, j'ai rencontré des éclairagistes de gros shows dans les stades qui disaient avant ils passaient la nuit dans les stades à faire des réglages. Et maintenant, ils arrivent, ils vérifient que c'est bon, ils connectent leur ordinateur et ça marche tout de suite. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer pour le temps réel. Et je pense que c'est ça la grosse différence, alors que le son a pu utiliser le sampling temps réel, les boucles, enfin, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils utilisent ça, tandis que pour nous, c'est très nouveau. Donc, on a maintenant la possibilité, en fait, d'augmenter notre danse. Et je pense que c'est ça qui fascine Blanca, moi et d'autres artistes qu'on accueille aussi dans nos studios à Genève pour casser, en fait, cet accès, justement, au hardware. Et comme vous venez de parler de jeux vidéo, la transition est toute trouvée avec vous, Déborah, pour vous tendre le micro. Chez Ubisoft, au-delà du jeu vidéo Just Dance, qui est quand même qui a été un phénomène et qui l'est encore, vous venez de sortir l'édition 2024. Comment est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres secteurs, notamment des musées, des lieux de patrimoine, des secteurs aussi du spectacle vivant, et qui viennent vous chercher parce que vous avez développé un catalogue et des licences et des jeux vidéo? En fait, il y a souvent des institutions qui viennent nous chercher en disant « c'est super, si on travaille avec le jeu vidéo, on va toucher les jeunes et ça va être génial parce qu'on n'arrive pas à les toucher ». En fait, c'est pas parce qu'un musée va d'un seul coup utiliser de la réalité virtuelle ou une licence venue du jeu vidéo que par magie, les jeunes vont aller dans le musée. Par contre, ce que le jeu vidéo sait faire, c'est créer de l'engagement. Et donc, il sait développer des expériences qui sont engageantes, qui sont intéressantes. En fait, faire du numérique pour du numérique, ça ne fonctionne pas. C'est pas parce qu'on va utiliser ces outils modernes que d'un seul coup, ça va être intéressant. Alors que le jeu vidéo qui les maîtrise complètement et qui sait faire ces expériences engageantes, souvent d'une qualité à la fois graphique ou d'interaction qui est plutôt reconnue, ça marche. L'autre chose, c'est que le jeu vidéo, c'est une industrie qui est extrêmement exigeante. C'est difficile, hein. Enfin, développer un gros jeu vidéo comme Assassin's Creed, ça prend 4 ans, ça coûte plus de 100 millions, c'est jusqu'à 1000 personnes qui travaillent ensemble pendant 4 ans sur un projet informatique. Enfin, c'est énorme. Et c'est des dizaines et des dizaines de métiers, entre les graphistes, les game designers, level designers, economic designers, les scénaristes. Enfin, et tout ça avec des ingénieurs. Donc c'est l'art et la technologie qui se parlent tout le temps pour créer. Donc c'est difficile à faire. En plus de ça, nos consommateurs sont ultra engagés et ultra exigeants. Donc, bon, parfois on laisse passer des bugs, mais dans l'ensemble, il faut que ça marche. Et il faut que ce soit bon, et il faut que ce soit intéressant, et il faut qu'ils puissent y passer des heures, et qu'ils puissent jouer en ligne à plusieurs. L'avantage qu'on a par contre, c'est que c'est des early adopters. C'est des gens les joueurs sont hyper friands de technologie, et donc souvent adoptent les technologies avant les non-joueurs. Et donc le jeu vidéo est souvent une façon de pousser l'adoption des technologies, mais ça a été vrai même avec le téléphone mobile. Les gens ont commencé par jouer, en fait. La première chose qu'on partageait comme communication, c'est qu'est-ce que tu as comme jeu sur ton téléphone. Mais c'est la même chose avec
des choses qui sont inventées dans le jeu vidéo. Par exemple, les cartes 3D ont été inventées dans le jeu vidéo parce que les processeurs n'étaient pas assez puissants. Et puis maintenant, elles sont utilisées partout. Twitch a été inventé dans le jeu vidéo, Discord a été inventé dans le jeu vidéo parce que Skype n'était pas assez rapide pour les joueurs qui avaient besoin de communiquer en temps réel. Donc il y a plein de choses qui sont inventées dans le jeu vidéo et qui ensuite dépassent le jeu vidéo et sont adoptées par d'autres industries et des usages qui peuvent être finalement adoptés d'abord par les joueurs et qui ensuite vont dans le grand public. Peut-être je me tourne vers vous, Louis. Vous avez donc développé et fondé, vous êtes directeur de la plateforme Vroom. Est-ce que, première question, vous avez des chorégraphes, des danseurs qui viennent vous voir et qui vous disent « j'ai un projet, j'aimerais créer un monde virtuel, un spectacle immersif et qui soit hébergé sur votre plateforme » Ou est-ce que, pour l'instant, les demandes viennent d'autres champs artistiques? Alors, j'aimerais... Je ne sais pas si on m'entend, oui. J'aimerais effectivement qu'il y ait plus de danseurs ou de chorégraphes qui viennent nous voir pour nous proposer des spectacles dans le métavers, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vroom est un métavers qui est dédié à la culture et au spectacle vivant. Et l'idée, c'est qu'en fait, moi, ce que je constate, c'est que les danseurs et les chorégraphes, alors je ne parle pas de tous, parce qu'on a ici de très beaux exemples de danseurs et de chorégraphes qui sont qui ont embrassé ces nouvelles technologies, mais en général, sont un peu, soit éprouvent un petit recul par rapport aux technologies, ou parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils peuvent en faire aussi. Parce qu'il y a aussi une grande incompréhension des outils actuels et comment on peut s'en servir pour proposer quelque chose, et surtout quelque chose d'intéressant pour faire passer un message, parce que l'art, c'est vraiment ça, au bout du compte, c'est de faire passer des messages, et de s'exprimer, et surtout de partager. Donc il y a ce petit frein qu'on connaît au niveau des plateformes métavers, en particulier avec les artistes qui sont issus de la danse. Alors pourquoi la danse? Parce que je pense qu'il y a aussi une exigence des danseurs et des chorégraphes par rapport au mouvement et par rapport à la fidélité, la reproduction la plus fidèle possible du mouvement. Ce qui est pour l'instant en temps réel, comme disait Gilles, quelque chose qui n'est pas tout à fait évident, qui coûte parfois cher à produire, ou qui prend du temps, ou qui de toute façon demande des équipes qui dépassent en général le seul cadre des équipes que les danseurs ou les chorégraphes avec lesquels elles ont l'habitude de travailler. Donc il y a tout ça, une incompréhension des technologies, une incompréhension de ce qu'on peut faire avec ces technologies, et un peu une réticence par rapport à est-ce que mon mouvement est-ce que je vais pouvoir porter le même message avec la même fluidité dans le monde, dans un métavers, que dans la réalité. Alors déjà, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, juste pour nos amis danseurs et chorégraphes qui sont ici, ou producteurs de spectacles et de spectacles de danse, c'est ou lieux de diffusion d'ailleurs qui cherchent des nouveaux publics, les contraintes technologiques sont pour moi des bénédictions, parce qu'elles forcent la créativité. Et c'est ça aussi que j'essaye de communiquer. On a des artistes qui ont travaillé avec nous, qui ne sont pas des danseurs. Enfin, on a fait un spectacle de danse, c'était du flamenco contemporain. C'était vraiment tout à fait expérimental. Ça a été reçu avec un petit peu, comment dire, de manière un petit peu dubitative, mais c'était vraiment un POC, si on peut parler comme ça, une expérimentation. Mais c'était vraiment pour montrer ce qu'on pouvait faire avec ce genre de technologie. Et on a par contre d'autres disciplines, comme la musique en particulier, parce que la musique est moins contraignante en termes d'adoption et de la technologie et des limites de cette technologie, avec par exemple un musicien qui nous suit beaucoup et avec qui on fait plusieurs projets, qui est Jean-Michel Jarre. C'est pas le plus jeune des musiciens, mais dans sa tête, il est complètement visionnaire, et c'est quelqu'un qui adore expérimenter avec toutes les nouvelles technologies, et qui, lui, nous rend très très humbles, parce que nous-mêmes, en tant que diffuseurs, constructeurs de plateformes métavers, constructeurs de technologies et de solutions en réalité virtuelle, on a souvent tendance à être un petit peu arrogant avec nos technologies et se dire tout va être possible, etc. Et en fait, on se rend très vite compte des contraintes auxquelles nous-mêmes on n'a pas pensé, parce que la technologie a toujours des contraintes. Donc en fait, ce sont ces gens-là, ces artistes qui osent embrasser
ces nouvelles technologies qui nous font avancer. On a besoin d'eux pour avancer, surtout lorsqu'on est une plateforme comme nous qui est dédiée au spectacle vivant. Et je voudrais rajouter un dernier mot, avant de passer la parole à Maud, par exemple, qui comprend tout à fait quelles sont nos problématiques, parce que c'est justement grâce à la Caisse des dépôts, entre autres, que le genre de solution qu'on propose peut exister. L'idée, c'est vraiment d'accéder, et je pense que c'est aussi le sujet principal aujourd'hui, comment on crée, comment on touche des nouveaux publics. J'ai créé Vroom parce que j'étais propriétaire d'une salle de spectacle dans le sud de la France pendant plus de 20 ans, et avec une petite jauge de 200 personnes, et j'étais extrêmement frustré. C'était une salle pluridisciplinaire, donc danse, théâtre, musique. J'étais extrêmement frustré parce qu'avec une jauge de 200 personnes, on peut littéralement faire que très peu de choses. Et on a des moyens très limités, on était un théâtre privé, c'était très compliqué. Lorsque j'ai vu arriver la réalité virtuelle et la réalité virtuelle sociale, ça a été pour moi une révélation, la révélation qu'on peut dépasser, faire exploser toutes les contraintes du monde physique, qui sont les contraintes de jauge, les contraintes de temps, les contraintes d'espace et les contraintes de production, parce qu'en réalité virtuelle et dans le métavers, on peut littéralement proposer au public des choses qui sont absolument impossibles à vivre dans la vraie vie. Le fait que ces métavers puissent faire exploser toutes ces frontières, et même les frontières géographiques, ou même, je peux parler des frontières d'accessibilité, puisqu'on a fait, par exemple, pour le festival South by Southwest, on a fait un concours de danse qui a été gagné par un tétraplégique. Et ce concours de danse, parce que son avatar, parce qu'il avait appris à son avatar des mouvements de danse, etc. Et sans qu'on sache que c'était un tétraplégique, c'était ça qui était encore plus émouvant, si on peut dire, parce que cette personne qui était un Japonais, dont l'avatar est une petite fille, et c'est un Japonais de 50 ans dont l'avatar est une petite fille, ce qui arrive souvent dans les jeux vidéo d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'embodiment, comme on dit, avec des sexes différents ou des genres différents. Et c'est cette personne-là qui a gagné un concours de danse. Parce que la créativité, les mouvements qu'il avait pu inculquer à son personnage, à son avatar, etc., étaient complètement fascinants. Et c'était vraiment sans doute issu d'un désir très fort de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire dans la vraie vie. Donc, enfin, je veux dire, l'accessibilité, pour accéder à ces nouveaux publics et accéder à des publics auxquels un lieu physique ou un spectacle aura du mal à accéder, sauf si on fait une tournée dans le monde entier, etc., qui peut aussi répondre à des enjeux environnementaux d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a une hybridation possible entre le spectacle physique et les métavers. Et le message que je portais, justement aux danseurs et aux chorégraphes, pour répondre enfin à votre question, c'est que n'hésitez pas. N'hésitez pas à parler à des techniciens comme nous, à des plateformes comme nous. On n'est pas la seule, mais je veux dire, n'hésitez pas, ou à des chorégraphes comme Gilles, ou des danseurs et chorégraphes comme Blanca, qui ont déjà cette expérience, qui sont déjà frottés les ailes et qui ont sans doute laissé des plumes dans le cours de la création, mais qui sont arrivés à créer une œuvre qui les ont satisfaits, pour pouvoir justement toucher un public beaucoup plus nombreux. Désolé, j'étais un petit peu long, mais pour poser. Et pour rebondir sur cette question des publics, Déborah, tout à l'heure, vous disiez que les institutions qui venaient vous chercher, vous disiez que forcément, en explorant le jeu vidéo, elles allaient toucher des publics qui étaient plus jeunes. Est-ce que c'est une question qui est ouverte à vous tous? Est-ce que le numérique il permet réellement et seulement d'aller chercher des publics jeunes? Justement, ce que je disais, c'est que c'est pas obligatoirement ça le but. C'est que le numérique il permet de proposer des expériences qui vont être différentes. Si on prend le cas, par exemple, d'un musée, c'est pas seulement les jeunes qui vont pas au musée. Il y a plein de gens qui vont pas au musée. Et que parfois, en proposant une expérience qui va être en réalité augmentée, en réalité virtuelle, de la projection, de la vidéo interactive, finalement, on va proposer dans le musée, au lieu d'être une visite classique, quelque chose qui va être d'un seul coup un peu plus engageant. On va transformer le spectateur en acteur, où finalement, on va le rapprocher des œuvres. Il y a des endroits culturels qui sont intimidants. En fait, on se dit « Ah, mais moi, j'y connais rien, je ne vais pas aller voir ce truc. Oh, j'y connais rien. » Mais en fait, on s'en fiche que tu n'y connaisses rien. Juste vas-y, découvre et dis si tu apprécies ou pas. Mais c'est très personnel, on n'a pas besoin de connaître, tout le monde est capable d'apprécier ou pas une œuvre, on n'est pas obligé de tout aimer. L'essentiel, c'est qu'au moins on essaye. Et donc,
par le numérique, par des expériences qui vont être différentes, qui vont engager les publics, d'un seul coup, alors peut-être qu'on ouvre la porte au musée. Il y a aussi d'autres choses qui se développent et qui sont purement digitales, comme les microfolies par exemple, qui font que en fait, c'est le musée qui vient au plus près des gens et qui deviennent des lieux gratuits, digitaux, et où on peut découvrir la culture parce qu'on la rend accessible. Peut-être, Gilles et Blanca, dans les expériences digitales que vous menez, quel est le public qui voit vos spectacles, qui est là en présence ? Alors, pour nous, en ce qui concerne, par exemple, une pièce comme VRI, qui était vraiment une pièce, on pourrait dire, on parle de populaire, hein, je pense qu'elle était populaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les jeunes qui étaient les plus enthousiastes, c'était parfois les personnes les plus âgées, voire très âgées. Donc les craintes qu'on aurait pu avoir par rapport à une génération qui serait réticente, en fait, c'est pas du tout le cas, c'est des personnes tout à fait curieuses. Moi, je pense que vraiment, c'est une fausse piste de croire qu'on va attirer les jeunes avec le digital. Le digital que les jeunes consomment est beaucoup plus intéressant que celui qu'on leur propose dans les lieux culturels, qui quand même reste légèrement à la traîne par rapport, comme on le disait, hein, on est quand même à la traîne par rapport au développement du jeu vidéo. Le cinéma utilise actuellement les moteurs de jeux vidéo pour des cinématiques, pour des visualisations, donc pourtant Dieu sait s'ils ont critiqué le jeu vidéo, et même maintenant ils font des films sur des jeux vidéo, donc le jeu vidéo va sauver le cinéma peut-être. Moi je crois qu'on est vraiment dans un moment où il y a un bouleversement à l'EPFL, à Lausanne, en Suisse. Il y a un département de muséologie expérimentale qui est mené par Sarah Kenderdine, qui vient de Nouvelle-Zélande, et ils font des choses très très intéressantes et ils réfléchissent aux nouveaux dispositifs, notamment digitaux, enfin principalement digitaux, pour montrer différemment les expositions. Mais je pense pas que c'est ça qui va attirer particulièrement le grand public. D'ailleurs, c'est quoi justement être populaire? Est-ce qu'un spectacle populaire, c'est des choses qui sont accessibles? On remarque que c'est les spectacles, enfin les événements qui ont le plus d'accès différents qui sont les plus populaires. Par exemple, un match de football, on peut le voir en live au stade, on peut le voir à la télévision en direct, on peut voir des résumés, on peut lire des articles dans le journal, on peut suivre même les protagonistes. Pareil avec Beyoncé. Hein. Beyoncé, il y a plein d'accès différents pour Beyoncé et Taylor Swift qui fait un tabac dans les cinémas avec le film des spectacles que les gens n'ont pas pu voir. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros changement en fait qui doit être fait à l'intérieur des institutions pour mieux comprendre cette transformation et de ne pas l'utiliser comme un prétexte ou comme on l'a fait. On a beaucoup parlé de hip-hop. Moi, j'ai toujours été choqué personnellement en tant que chorégraphe de voir comment on utilisait le hip-hop dans les salles, dans beaucoup de salles régulières. On voyait vraiment qu'ils mettaient le spectacle de hip-hop puis le spectacle de flamenco chaque année. Et puis c'était la caution, on va dire, urbaine. Et ils ne faisaient pas le vrai travail. Et ça a mis très longtemps à ce que ce vrai travail se fasse. Donc je pense que dans le digital, on en est là. Et je pense que les lieux doivent vraiment se poser des questions assez fondamentales et même sur des choses assez simples. Par exemple, ici à Chaillot, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, le Wi-Fi est difficile et on se fait kicker au bout de 30 minutes. Donc, par exemple, ça, c'est des choses, je ne sais même pas si la direction est au courant, mais c'est des choses qui sont surprenantes. Pour quelqu'un qui viendrait des pays nordiques, par exemple, serait vraiment surpris, un Suisse aussi, de ces limitations, par exemple, d'accès au Wi-Fi. Alors, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes à Paris, vous avez tous des forfaits, mais moi qui me suis connecté sur le Wi-Fi, au bout de 30 minutes, je me suis fait kicker et je dois attendre 3 heures pour y revenir. Donc, c'est assez contre-intuitif, on va dire. Peut-être pour rebondir, Maud, sur comment les institutions prennent en charge ces outils numériques et puis tout ce qui se passe dans les territoires, dans l'exploration des territoires digitaux. Vous, du point de vue de la Caisse des dépôts et de l'endroit où vous œuvrez, comment est-ce que vous percevez cette prise en charge, cette prise en compte de tout ce qui se passe depuis quelques mois, quelques années? Bonjour à tous. Moi, en fait, la Caisse des dépôts, vous savez, est un acteur majeur du développement territorial à la base. On est aussi l'opérateur historique du programme des investissements d'avenir. Et c'est vrai que donc on a la chance depuis 2020 d'avoir ce plan France 2030 pays à 4 et des opportunités de financement importantes pour justement explorer tout ce que vous avez cité aujourd'hui, ces nouveaux formats et ces dispositifs digitaux. Donc
j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est un petit peu par chance à l'alignement des planètes avec les possibilités technologiques, l'envie des solutions et des producteurs de technologies d'y aller. Les technologies sont matures, les metteurs en scène et puis les artistes aussi de s'emparer de ces technos, et puis les financiers, parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent encore et que pour explorer, il faut pouvoir financer ces projets. Alors justement, avant de passer, se dire... comment on va financer ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on l'a entendu tout à l'heure dans la table ronde précédente, la directrice du Carreau du Temple dire que les institutions culturelles aujourd'hui sont confrontées, et je pense que Pierre Lungheretti qui est dans la salle et puis Rachid pour le théâtre de Chaillot pourrait le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une institution, les besoins financiers ne font qu'augmenter entre les défis écologiques, entre la transformation numérique. Il y a beaucoup plus, on a toujours plus de moyens, on a plein d'opportunités, donc aussi avec les nouvelles technologies, plein de choses à explorer. On parle de l'intelligence artificielle, enfin de plein de choses. Mais en même temps, alors que les ressources publiques et les ressources plutôt ont tendance à diminuer. Parce qu'il y a le feu de partout, on va dire aujourd'hui, hein, entre l'écologie, la montée des nationalismes, la sécurité, enfin voilà. Et qu'on voit bien que pour la culture, ça devient aussi difficile. Donc il faut trouver des financements. On a cette chance absolument incroyable d'avoir ce plan France 2030. Donc nous, on est un des opérateurs, et donc il y a 1 milliard qui a été 1 milliard qui est dédié donc aux industries culturelles et créatives et à l'innovation. Donc dans ces 1 milliard, il y a 350 millions pour des infrastructures de tournage, donc ce n'est pas uniquement pour de l'exploration de nouveaux formats. Il y a aussi de l'infrastructure, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent, mais il y a de l'équipement, mais il y a aussi du développement, d'exploration. Donc on a fait expérience augmentée du spectacle vivant, des appels à projets qui permettent aux institutions publiques culturelles d'explorer ces nouveaux formats. Parce que ce qui est important, en fait, c'est plutôt la trajectoire, et c'est aussi comment, finalement, ces appels à projets vont permettre aux institutions de se dire, mais finalement, comment on va s'emparer de ces nouvelles technologies, parce que le domaine des possibles est immense, hein. Et par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait pas? On peut aller dans le jeu vidéo, on peut choisir le métaverse, on peut faire de l'IA. Enfin, je pense que le Théâtre National de Chaillot aussi, qui a une grande réflexion là-dessus, pourrait donner son cas, parce que c'est vrai que le début, c'est de se dire déjà qu'est-ce qu'on veut faire avec ces nouvelles technologies et initier une réflexion sur finalement où on va aller dans ce domaine des possibles. Déborah. Oui, je trouve que effectivement, moi en plus j'étais en commission, je suis en commission PIA 4, mais sur la partie numérisation du patrimoine de l'architecture, aussi en commission CNC, expérience immersive, où on a à la fois des expériences VR pour des musées, pour du grand public et même du spectacle vivant. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir les retours d'expérience, et que toutes ces institutions, qu'elles soient muséales ou qu'elles soient des monuments ou que ce soit du spectacle, parlent de ces expérimentations. On en est au début, en fait. On en est au début, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a peut-être pas encore on n'a pas encore les formules exactes. On est encore en train d'explorer sur tous ces domaines-là. Il n'y a peut-être pas complètement les marchés. Ils sont en train de se créer aussi. Il faut encore beaucoup expliquer aussi au consommateur final ce qu'il va vivre, parce que c'est complètement nouveau. Et donc c'est là que c'est important de financer, parce que sinon on ne peut pas tenter, on ne peut pas essayer. Donc ça, c'est très important. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les retours d'expérience pour que chacun apprenne, et que chaque acteur qui vient sur ce domaine-là ne reparte pas à zéro, mais qui reparte d'un petit peu plus haut pour qu'on avance dans la création. Parce que rien que sur la réalité virtuelle, ça fait quand même 7 ans qu'on y est, qu'il existe des casques qui sont à disposition. Et en fait, il y a encore des gens qui repartent à zéro. On dit, mais juste, regarde un peu ce qui existe, et au moins tu pars de 2-3 marches au-dessus, mais pas du rez-de-chaussée, parce que sinon on n'avancera jamais. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, non, mais ce qui est important aussi, c'est que aujourd'hui, les institutions, et surtout après, on a parlé aussi de l'après-Covid, hein, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après, on en parlait dans la table ronde précédente aussi. C'est vrai que du coup, ça a obligé les acteurs de la culture à regarder un petit peu ce qui se faisait dans le numérique, alors que bon, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Enfin, et c'est vrai que du coup, il y a eu des surprises étonnantes.
Et je pense que c'est là que tout a commencé, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes, que le numérique, en fait, et on est tous, je pense que si on est tous là, c'est d'abord parce qu'on aime la culture et qu'on a envie de la défendre. Et même quand on est financier, ça se défend tous les jours. Et je pense que Déborah, c'est ce que tu fais aussi, toi, dans ton entreprise, chez Ubisoft. Oui, et juste pour rebondir là-dessus, en fait, ce qui est important de comprendre pour de toute façon toutes les institutions, et c'est pareil dans le spectacle, pareil dans les musées, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer que le numérique vienne remplacer ce qui existe déjà. Donc si on fait, par exemple, une exposition dans un musée qui utilise du numérique, du digital, des écrans et autres, il ne faut pas essayer de fournir le même contenu et la même expérience. Il faut se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent ? Bien sûr, exactement. Parce que sinon, on va se retrouver dans la situation, en gros, du théâtre qui est filmé. Et franchement, la captation d'une pièce de théâtre qu'on voit à la télé, c'est pas la même émotion. Donc en fait, c'est pas ça. Bien sûr. Il faut arriver à créer des choses nouvelles. Ce que font très bien Gilles ou Blanca, hein, justement. Ouais. Peut-être juste un exemple. On a fait avec la Horde, la compagnie La Horde aussi dans le cadre d'expériences augmentées du spectacle vivant. Ce qu'on a voulu quand même, c'est des projets très ambitieux. On s'est dit, investissement d'avenir, c'est justement pas les aides aussi financières habituelles, c'est-à-dire qu'on est sur du sélectif. On n'est pas du tout là pour faire la politique publique du ministère de la Culture. C'est un programme qui est interministériel, hein, qui est piloté par la Première ministre et ses services, et c'est interministériel. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on est là sur des sujets émergents. Alors évidemment, on travaille très étroitement avec le ministère de la Culture. Hein, il est très, évidemment très présent dans ce qu'on fait. Mais si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'on va être avec des financiers, des ingénieurs, et on va être avec aussi justement des acteurs de la culture pour essayer donc d'avoir des projets ambitieux. On a dit on veut des projets au moins d'1 million d'euros. Hein, vous voyez, on s'est dit il faut qu'on commence à avoir des projets vraiment qui soient plus simplement des prototypes ou qui paraissent comme des choses des formats un peu de 10 minutes, 20 minutes où on est frustré parce qu'on se dit 10 minutes, mais j'aurais voulu en voir plus. Et donc, ce qu'on a eu beaucoup encore actuellement, et là on s'est dit, on veut vraiment passer dans ce que pourrait être la scène augmentée. Et on l'a appelé justement scène augmentée pour dire que ce que tu disais, Déborah, finalement, que l'expérience en fait virtuelle, elle vient évidemment pas remplacer le spectacle, mais elle est aussi, et ça c'est vrai, une expérience différente. Parce que déjà le médium est différent. Je pense que Gilles, tu pourras en parler mieux que moi là-dessus. Vous parliez tout à l'heure de l'interactivité. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est incroyable. Tu en parlais aussi dans les jeux vidéo. C'est ça quand même la différence aussi avec les nouvelles technologies. C'est qu'on est dans un moment différent. Et on crée, évidemment, le spectateur n'est plus dépendant d'une scène. Il subit plus, il n'y a plus la limite de la scène. Il n'est plus simplement à regarder un spectacle. Il peut être dans la scène. Et par exemple, avec la Horde, on a été donc dans un projet où on a financé la version en réalité virtuelle donc du spectacle qu'ils ont fait Views of a Room, qui a été un spectacle qui a fait une tournée qui a été une réussite extraordinaire après le Covid. Et l'idée, c'était de se dire, tous les gens, les fans, ça a eu un tel succès. Ils ont pu le voir dans le monde entier. Et bien après, l'idée, c'est qu'ils reviennent au Théâtre du Châtelet, là où il a commencé, et de dire, on va diffuser aussi une version en réalité virtuelle, mais qui soit une toute nouvelle création. Donc là, c'est évidemment les producteurs, c'est le Théâtre du Châtelet, avec les ateliers d'Aruma, qui vont créer avec les artistes, donc la Horde, cette version virtuelle, avec les danseurs en même temps. Donc il y aura le spectacle sur scène, mais aussi qui sera diffusé en même temps ailleurs pour tous ceux qui ne peuvent pas être sur scène, hein, et avec une version tout à fait nouvelle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour les fans, c'est qu'ils vont pouvoir vraiment assister à une version qui est complètement avec l'imaginaire poussé au bout, parce qu'avec évidemment la réalité virtuelle et les décors, on peut les pousser un maximum. Et puis aussi, c'est assez génial si vous avez vu le spectacle, quand vous êtes dans le spectacle physique, vous avez les danseurs qui sont dans une espèce de grotte avec Rhône et qui dansent entre eux, etc. Vous n'avez qu'une envie, c'est de les rejoindre. Mais vous ne pouvez pas quand vous êtes au Théâtre du Châtelet, parce que vous êtes sur votre siège. Et quand vous mettez le casque, vous êtes avec Rhône et les danseurs et vous dansez Et ça, c'est absolument génial, quoi. Justement, Blanca, dans le bal de Paris, vous disiez tout à l'heure que
les publics qui étaient là devaient se chercher avec les danseurs. Comment est-ce que vous avez réfléchi cette pièce et comment est-ce que vous aviez réfléchi aussi au public, à la manière dont le public allait s'approprier en quelque sorte cette œuvre? La réalité virtuelle, pour moi, c'était jusqu'à pendant pas mal d'années, parce que tu disais tout à l'heure 7 ans, mais j'ai fait mon film, je pense, il y a 12 ans. Oui, je parle de casque grand public. Oui. Parce que la réalité virtuelle est là depuis presque 15 ans, je pense, non? Et nous, on est dedans depuis le début. Et avec les casques, à chaque fois que j'ai regardé une expérience, j'avais une frustration de ne pas être là, vraiment, ou d'être toute seule, de ne pas avoir un corps. Souvent, quand on met un casque, on est dans un univers, on se déplace, mais quand on regarde en bas, il n'y a rien. On est comme un esprit, en fait. Et un esprit qui regarde, non? Et il me manquait mon corps, déjà. Mais il me manquait aussi avoir quelqu'un pour rigoler, pour parler, pour dire regarde, je ne sais pas, j'étais toute seule avec cet esprit, pas de corps. Et quand j'avais fait mon premier film en réalité virtuelle, j'avais 20 danseurs qui dansaient tout autour de la personne qui mettait les casques et ils nous regardaient, ils s'approchaient et moi je voulais, à chaque fois j'avais la frustration de ne pas pouvoir les toucher. Et c'est là qu'a commencé mon obsession pour faire quelque chose où on pouvait, même si on était dans un monde virtuel, se toucher, partager, rigoler, parler, être là vraiment, avoir une présence physique. Ça a pris des années parce que ça n'existait pas. La technologie, tout le monde, j'ai parlé avec des gens, j'ai cherché et c'était impossible à l'époque. Et j'ai attendu quelques années. Petit à petit, la technologie a évolué et d'ailleurs, ça évolue tous les jours et c'est ça qui est incroyable et qui nous ouvre de nouvelles portes pour la création à tous. Et c'est le moment que j'ai vu que la technologie commençait à être possible, peut-être d'avoir un corps, de se toucher, de danser, de reproduire les mouvements en temps réel, parce que tout ça, c'est incroyablement compliqué. Et on revient un peu à ce que parlait Gilles. Et c'est le temps réel qu'est-ce qu'on cherche, nous, les chorégraphes, c'est de dire comment je peux reproduire les mouvements instantanément avec un avatar, pas juste voir des choses qui sont comme ça, mais comment on peut faire pour que les corps ils soient instantanément en temps réel avec l'avatar présent. Et ça va être ce qui va déclencher, je pense, et qui va changer tout dans les spectacles vivants, les jours qu'on va pouvoir vraiment faire des spectacles en temps réel avec une vraie qualité, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un rêve qu'on a tous, je pense ici, mais très difficile, comme vous disiez bien tout à l'heure, pour les mouvements encore, pour avoir un joli mouvement comme nous, on est très exigeants. Moi, je me souviens, j'ai passé des heures avec les body, pour travailler juste l'épaule, parce que c'était moche, parce que je n'aimais pas les mouvements, mais même comme ça, c'est très frustrant, c'est pas encore précis, c'est pas encore complètement beau. On fait, nous, avec ce qu'on a aujourd'hui, et on est à la préhistoire. Et c'est génial de pouvoir réussir à faire des choses, à réaliser nos rêves, mais c'est vrai que le plus qu'on regarde, le plus qu'on découvre qu'est-ce qu'on peut faire, le plus qu'on a envie de faire, et le plus qu'on a des rêves. Et moi, c'est ça que je trouve merveilleux, c'est qu'on invente, on est sûr aussi qu'on rêve, et on cherche comment réaliser nos rêves, et c'est en rêvant et en réalisant nos rêves qu'on fait évoluer aussi la technologie. C'est pourquoi je pense que la présence de nous, les artistes, dans toute cette révolution est fondamentale. Oui, et je pense qu'on est vraiment dans un nouveau paradigme à tous les niveaux, c'est-à-dire que la transformation digitale dans le spectacle vivant, elle n'est pas uniquement au niveau du mouvement, au niveau de la tech, elle est aussi au niveau de la technologie. Maintenant, on a des projecteurs LED qui a complètement transformé la manière dont on gère la lumière, dont on peut piloter la lumière aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment une énorme transformation qui est en train de se passer. Et puis, comme on parle maintenant, on a l'impression que tout est rose, puis tout est fantastique dans le digital. Donc moi, j'aimerais bien aussi un petit peu dire ce qui n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'on a quand même, il y a quand même des difficultés, par exemple, pour la diffusion. Donc la diffusion n'est pas si facile. Il y a une énorme difficulté, ça Louis le connaît bien, d'accès. Quand on dit métavers, c'est bien joli, mais est-ce que les gens ont des casques chez eux? Est-ce qu'ils vont s'interrompre
leur soirée pour mettre un casque et voir un spectacle en temps réel. Enfin, nous, on a fait des spectacles en VR en temps réel à la Bilane de Venise, avec en plus une danseuse à Bangalore, une danseuse à Melbourne et des danseurs à Genève et des spectateurs du monde entier. Bon, on a réussi à faire 30-35 personnes maximum d'une quinzaine de pays différents. Et dans ce cadre, pour un espace qu'on a créé nous-mêmes, c'est déjà pas mal. On aurait pu accueillir plus de monde technologiquement, mais en fait, l'accès au casque, à ce monde virtuel. Donc, par exemple, moi, j'ai transformé mon projet. Je me suis dit, bon, la VR, les gens n'ont pas de casque. Moi-même, j'ai des casques et je rentre pas le soir chez moi pour regarder des pièces en VR. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que la VR n'a pas vraiment pris. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un spectacle en 2D. Donc, c'est-à-dire que moi, je crois beaucoup plus dans les écrans. Donc, moi, je pense que maintenant, c'est les écrans qui vont... Là, on voit ces écrans fantastiques qu'on a maintenant dans tous les théâtres. Donc, je pense qu'on va pouvoir augmenter, en fait, notre danse sur des écrans qui, alors, pour le coup, sont beaucoup plus accessibles pour le public. Et puis, il y a quelque chose qu'on oublie aussi, à mon avis, beaucoup, c'est que le développement technologique, c'est aussi des nouveaux outils de travail. C'est pas seulement un résultat, c'est aussi des outils collaboratifs. C'est-à-dire que maintenant, et ça on l'a vu alors avec le Covid pour le coup, puisque personne ne savait, même moi, ce que c'était que Zoom, on peut collaborer à distance, on peut travailler à distance. Donc nous, on a fait plusieurs projets durant le Covid et même après, avec des équipes qui sont en Argentine et on travaille ensemble pendant plusieurs semaines, tous les après-midi ensemble. Pour eux, c'est le soir, pour nous, c'est le matin ou le contraire. Et puis, on travaille ensemble dans le même espace 3D. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment nouvelles. Et puis après, il faut quand même pas non plus croire que parce qu'on met les doigts dans le digital, on va sortir de sa niche. Donc moi, je suis un chorégraphe qui est dans la niche de la danse contemporaine. Et c'est assez, je me suis amusé tout à l'heure à regarder un petit peu sur Instagram, parce qu'on parle de digital, donc c'est un petit peu ça quand même, on montre un petit peu où on en est. Hein. Donc je me suis amusé, j'ai regardé par exemple Damien Jallet, il a 175 000 suiveurs sur Instagram. Chaillot, on a 27 000 par exemple. Le CCN de Rennes, ils en ont 5 500 et Gilles Jobin, il en a 1 550. Jean-Michel Jarre, il en a 121 000. C'est pas mal. Mais Beyoncé, elle en a 318 millions. Et puis, c'est vrai que Jean-Michel Jarre, il en a moins que Damien Jallet. Hein. Attention. Et Paris 2024, on a 753 000. Voilà. Et Rachido Ramdan a 188 personnes qui le suivent sur son compte Instagram, qui, je pense, n'est pas très actif. Alors c'est un faux Rachido Ramdan. Moi, je voudrais rebondir sur les chiffres. Voilà. Je voudrais rebondir sur les chiffres parce que, justement, les plateformes métavers... alors, il y a plusieurs approches au spectacle en réalité virtuelle ou comment dire, à tout type de création en réalité virtuelle, en particulier pour le spectacle vivant. C'est de se dire, soit on crée sa propre application et son propre, son propre support pour pouvoir diffuser ses spectacles, soit on utilise ce qu'on appelle des réseaux sociaux en réalité virtuelle ou en réalité étendue sociale, qui sont les métavers. Ces plateformes existent, il y en a beaucoup. Donc Vroom, c'est pas la seule, c'est une des rares françaises. Il y en a surtout aux États-Unis ou bien en Asie. Et juste pour parler de chiffres, pour quand même donner une idée de ce que peut apporter justement, de ce que peuvent apporter ces réseaux sociaux, parce que littéralement, ce sont comme des YouTube ou des TikTok en 3 dimensions. Ces réseaux sociaux sont peuplés de millions de personnes qui sont en général très jeunes et qui eux cherchent à s'occuper. Donc ils font des jeux, ils se rencontrent, surprenamment sur des plateformes de réseaux sociaux en réalité virtuelle comme VRChat par exemple. Vous avez des jeunes qui se rencontrent et leur occupation favorite, c'est de prendre des crayons de couleur et de dessiner des lignes en 3 dimensions dans le ciel et juste de passer leur temps à faire des dessins dans l'air. Par exemple, j'en reviens à Jean-Michel Jarre, avec qui on travaille énormément et avec lequel on avait fait un spectacle en 2021, donc au Nouvel An 2021, qui était un spectacle qui se passait à Notre-Dame, dans une Notre-Dame virtuelle qu'on avait reconstruite pour l'occasion sur la plateforme VRChat. Ce spectacle a quand même attiré, au moment de sa diffusion, 18 000 personnes en VR, puis 300 000 personnes, alors en VR total, c'est-à-dire avec le casque, donc 18 000 personnes dans le monde qui sont connectées au même moment pour voir ce spectacle. Ensuite, 300 000 personnes au même moment sur l'application 360 degrés qui est à l'époque de Oculus, qui à l'époque s'appelait Oculus Spaces.
Et ensuite, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a un système de caméras virtuelles qui permettent de diffuser en temps réel cette production en réalité virtuelle, de la diffuser sur n'importe quelle plateforme traditionnelle comme les réseaux sociaux ou bien les télévisions. On a fait plus de 70 millions, 75 millions exactement, de vues dans le monde entier entre les réseaux sociaux asiatiques, les réseaux sociaux de style Facebook Live ou YouTube Live de Jean-Michel Jarre, les chaînes de télévision, etc. Donc en fait, je suis tout à fait d'accord avec Gilles. Le fait de pouvoir... les écrans sont de toute façon l'accès le plus évident pour l'instant au public, à des spectacles. Ce qu'il faut proposer quand on parle d'expériences en réalité virtuelle comme Gilles ou Blanca ont fait ou comme nous on fait avec d'autres artistes qui ne sont pas forcément des danseurs, c'est le fait de savoir comment utiliser au mieux ce médium, le médium de la réalité virtuelle et le médium des métavers qui nous forcent à inventer un nouveau langage. Et parce que c'est pas comparable à c'est comparable à rien d'autre en fait. C'est un peu comme si quand le cinéma est arrivé, c'était quelque chose de différent de la photographie et du théâtre et de l'opéra. Donc la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est une nouvelle forme de création, une nouvelle forme d'expression. Et les productions en réalité virtuelle, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'en fait, une fois qu'on a créé son spectacle en réalité virtuelle, on peut le créer partout. On peut le créer en physique, on peut le créer en hybride, on peut le diffuser sur les écrans, tout type d'écran, des smartphones à la télévision ou même au cinéma. Donc c'est vraiment ça, pour toucher le grand public, il faut penser, quand on parle d'œuvres virtuelles, il faut penser aussi à cette démultiplication des médias, mais le plus important en fait, c'est qu'en fait la production en réalité virtuelle, elle est extrêmement peu coûteuse par rapport à une production, une grosse production, je dirais, oui. Attention quand même, oui. Parce que si on fait des productions en réalité virtuelle où il faut reproduire des environnements, ça peut être vite très 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 cher. Ah, mais ça dépend, en fait, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est juste ça dépend, c'est pour ça que je nuance oui. en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire ça coûte beaucoup moins cher qu'une production réelle. Ouais, je ne suis pas d'accord. Je m'excuse parce que, en fait, on ne peut pas comparer un jeu vidéo 3. Non, mais c'est cher, mais oui, c'est cher, mais un théâtre aussi, c'est cher. Mais j'entends, tu ne peux pas comparer un film de Hollywood avec une production indépendante. Donc... Non, mais c'est parce que là, Déborah, je pense que par rapport à Ubisoft, vous êtes un AAA, vous avez une exigence en qualité et en rendu qui est complètement, qui est extrêmement haute. Moi, je pense en particulier encore un autre spectacle avec Jean-Michel Jarre, donc Oxymore, qui était en noir et blanc, complètement en noir et blanc et avec des gros polygones, etc. On a construit une ville entière qui pouvait accueillir ce spectacle. Cette ville pèse littéralement, le fichier pèse 30 mégabytes, c'est-à-dire rien. C'est un spectacle de 50 minutes où on est dans une ville immense et on se déplace de morceau en morceau dans un quartier différent à chaque fois où il se passe un tas de trucs. Et c'est un monde à part entière. Donc je veux dire, après, c'est aussi du ressort de l'artiste de faire avec les moyens qu'il a et de faire avec sa créativité. Et c'est là où certains artistes s'approprient, et on a besoin des artistes, et là je rejoins tout le monde ici sur le plateau, on a absolument besoin des artistes pour s'approprier ces outils et nous faire des propositions. Parce qu'à chaque fois qu'un artiste s'approprie notre outil et qu'on leur explique les contraintes, eh ben, ils viennent avec des millions d'idées que nous, en tant que technologistes ou développeurs, ou même diffuseurs, on n'aurait jamais pu avoir. Non, et puis il ne faut pas oublier qu'on peut scaler, c'est-à-dire mettre à l'échelle son projet. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de faire un jeu AAA qu'une expérience comme Cosmogonie. Moi, si on regarde le nombre de personnes qui travaillent sur mes projets, c'est des équipes microscopiques, et il y a quand même beaucoup d'outils qui sont bon marché. Donc, par exemple, la capture de mouvement, nous, c'est ce qu'on essaie de faire en donnant l'accès à la capture de mouvement à des artistes, c'est de casser ce goulot d'étranglement au hardware, mais à partir du moment où ils ont leurs données,
ça coûte pratiquement rien. Unity, c'est gratuit. Unreal Engine, c'est gratuit. Alors, il faut payer les gens qui travaillent dessus. Mais attends, je finis juste. Moi, je pense, et j'ai produit des pièces, par exemple, une pièce comme VR, c'est à 450 000 € de budget, même moins, ce qui reste tout à fait raisonnable, y compris l'achat des caméras, y compris l'achat des PC, c'est-à-dire tout compris. Donc, c'est tout à fait raisonnable et j'ai travaillé dans des bonnes conditions. Et je pense qu'on peut vraiment, moi, je connais des gens qui font des projets digitaux avec quasiment rien. Donc, c'est ça qui est génial dans le digital. Donc, moi, ce que j'aimerais juste, c'est qu'on évite de comparer l'incomparable. C'est-à-dire que Jean-Michel Jarre, c'est pas comparable à Gilles Jobin, c'est pas la même carrière, c'est pas le même médium, c'est pas la même niche. Lui, c'est une niche beaucoup plus large que la mienne. Donc, en fait, chacun à son niveau, on peut trouver de quoi se développer, pareil que dans la scène. Pas tout le monde a accès au grand plateau de Chaillot, pas tout le monde a accès à la petite salle de Chaillot. Il y a des gens qui dansent d'ailleurs sur le parvis. Donc, en fait, c'est possible de s'adapter. Donc, oui, c'est cher, oui, mais en fait, on peut trouver je pense, il y a beaucoup... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que c'est très, très cher. En tout cas, pour ce que moi j'ai vécu. Quand on veut avoir une qualité d'image avec vraiment beaucoup de précision, travailler en Unreal, qui est un moteur pour avoir de belles images, avec une illumination, avec des costumes, avec tout ça, ça additionne. C'est comme, pour moi, j'ai eu la sensation de faire un film d'animation. Ça veut dire que toute la partie pour avoir un univers comme moi je l'ai rêvé et n'était pas comparable à ce que me coûte à moi de faire un spectacle avec un décor réel. C'était très très cher, mais j'avais une exigence où je voulais arriver qui était pour moi très important parce que c'est ce que j'avais envie de voir. Mais le problème, c'était pas là. Ça, c'était déjà énorme pour moi. C'était un budget incomparable à ce que j'ai normalement pour un spectacle vivant. Mais le problème, c'était après l'équipement. Ça veut dire, une fois que j'ai mon spectacle fini, il faut que j'ai équipé tous les publics avec un ordinateur, un casque qui coûte très cher, avec des capteurs, enfin, c'était sans fin. Et les budgets étaient énorme, et très, très difficile à trouver la financiation pour quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça dépend de ce qu'on a envie de faire. La technologie peut être très, très chère, ou comme tu dis, ça peut être peut-être un truc pas très cher, mais en tout cas, ça dépend de l'ambition aussi des projets. C'est pour ça qu'on a besoin d'espaces qui peuvent guider justement les artistes. Et nous, c'est ce qu'on fait dans notre studio. Quand des artistes viennent faire des résidences chez nous, je leur pose des questions. C'est quoi la sortie? Ça va sortir sur quoi? C'est en VR? C'est en AR? C'est comment? Est-ce que tu as pensé à ci? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que c'est du temps réel? Que ça va diffuser? Comment tu vas diffuser? Est-ce que tu veux des caméras optiques? Mais est-ce que tu peux les avoir en diffusion? Donc, je pense qu'on manque de lieux, en fait, qui vont conseiller et qui vont aider à mettre dans la bonne direction et de trouver la bonne échelle. Et je pense que si maintenant tu refaisais le même projet, tu trouverais le moyen de le faire pour moitié prix. Parce que avec l'expérience que tu as maintenant, tu t'éviterais certains pièges et tu te rendrais compte que peut-être certains détails finalement coûtent très cher mais ne se voient pas tant que ça. Moi, c'est mon avis. Je l'ai vu, le spectacle. Et je fais des spectacles du même genre, donc je sais combien ça coûte. Parce que j'ai commencé un nouveau projet, je suis face à les mêmes problèmes. C'est très cher. C'est très cher. Mais bon, non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'engage des permanents. J'engage des permanents et du coup, je produis tout moi-même à l'interne. Donc, j'ai changé ma manière de travailler. C'est-à-dire qu'au lieu de m'adresser à des studios et qui sont des externes et qui facturent effectivement très cher, je préfère engager mes propres développeurs et le faire moi-même avec un temps plus long, moins de personnes et plus longtemps. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça peut être cher, ça peut aussi ne pas être cher. Donc, c'est pas une condition. C'est un niveau de production. Moi, il y a des spectacles scéniques qui sont extrêmement chers. Enfin, les opéras à l'Opéra de Paris sont extrêmement chers. Moi, ce que je fais à côté, c'est vraiment des peanuts, quoi. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que ça dépend ce qu'on veut faire. Ça reste cher, en tout cas, quand on veut faire de la réalité virtuelle ou ce que fait Biancali, il y a des programmes qui restent chers parce que, justement, il faut aussi que les usages se démocratisent. On est vraiment encore trop au début et il faut que les coûts se réduisent. C'est aussi avec la démocratisation des usages, avec le développement aussi des solutions. Donc l'objectif aussi des financements de France 2030, c'est vraiment de pouvoir financer des projets justement qui soient ambitieux, comme celui de Biancali ou ceux
de Gilles, et de pouvoir justement créer une dynamique accélérée, le développement des usages, accélérer aussi parce qu'on voit qu'il faut aussi des lieux maintenant pour équiper, parce que pourquoi c'est cher? Parce que des lieux ne sont pas équipés. Mais quand on aura équipé des salles ou quand on aura des solutions d'acteurs qui vont faire la maintenance et l'équipement pour d'autres, voilà, va se mettre en place toute la filière et qui va nous permettre à ce que ça soit beaucoup moins cher. Je dirais qu'une des problématiques qu'on a d'ailleurs par rapport à ça, c'est que c'est pas comme sur le marché du jeu vidéo où on sait qu'on a la PlayStation, la Xbox, la Switch, le PC. Donc en gros, on connaît les formats et on peut équiper par rapport à ces formats et on sait qu'ils sont là pour durer pendant un certain nombre d'années. Le problème de la réalité virtuelle, c'est qu'il y a des nouveaux casques qui sortent tout le temps. Donc en fait, si par exemple Chaillot, et c'est quelque chose dont on avait déjà discuté, mais si Chaillot s'équipe avec des casques Quest, super, il y a le casque Quest 3 qui sort là, super. Ok, sauf qu'il va y avoir ensuite le Focus, le machin, le truc. Tous les 6 mois, il y a des nouveaux casques et en fait, c'est trop dommage de s'arrêter à une génération de casques, alors que la génération d'après va pouvoir apporter des choses très très différentes. Par exemple, récemment, on a eu une évolution entre de la réalité virtuelle de casques branchés à des PC, donc on parlait de casques à 800 € branchés à des PC qui coûtaient au moins 2000 €. Là, on a évolué vers des casques qui étaient autonomes, moins puissants mais autonomes, et puis là, on arrive avec des casques qui sont maintenant réalité virtuelle et réalité mixte qui permettent de faire de la réalité augmentée. Donc en fait, on est obligé de suivre ces évolutions parce qu'en fait, c'est au service de la création, ça aussi. Et en création, on a dû downgrader, c'est un phénomène assez rare, puisqu'on avait une qualité supérieure, et quand ils ont sorti les nouveaux équipements, on avait une qualité inférieure. Donc, on a dû downgrader, en fait, la qualité technologique de nos projets. Et pour les jeux vidéo, j'imagine que c'est un problème aussi. Donc, c'est pas si simple, c'est ça que j'essaie de dire, mais c'est pas si cher que ça non plus. Donc, il y a moyen de bricoler aussi dans le digital, quoi. Je voulais dire juste rebondir sur tout ce qui... la parole au public. D'accord. Juste après. Juste un commentaire par rapport à tout ça. Donc, j'en reviens au métavers qui propose des plateformes donc, qui sont accessibles au grand public et en particulier des métavers comme le nôtre qui permettent à n'importe quel artiste, enfin, ou créateur de contenu, créateur de spectacle, de créer en quelques clics leur spectacle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous souhaitez savoir comment ça marche, vous pouvez évidemment aller voir notre site web sur vroom.world. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on n'est pas obligé... Enfin, la problématique des casques pour les salles de diffusion est une problématique logistique qui a un coût budgétaire évident et avec l'obsolescence des équipements, etc. Mais l'avantage des métavers, c'est que le public qui peuple ces métavers sont des publics qui sont équipés déjà chez eux. Donc, vous n'avez pas cette problématique de casque si vous voulez proposer un spectacle dans le métavers. Vous n'êtes plus obligé de vous préoccuper de ce qui se passe au niveau de l'équipement des salles, etc. etc. Ce que j'essaye aussi de faire passer comme message, c'est que la danse en particulier, mais toutes les autres formes d'art, qui veulent... Le spectacle vivant, c'est quelque chose. La réalité virtuelle, c'est autre chose. On peut proposer des spectacles hybrides parce que ça fait partie d'une démarche créative et artistique, mais en fait, rien n'empêche à un spectacle d'être produit en même temps, en réalité virtuelle, et pour une salle physique. Et en réalité virtuelle, pour le métavers spécifiquement, pour toucher le public du métavers. C'est-à-dire qu'avec une même production, on peut toucher littéralement tout le monde avec des coûts de production qui, je le répète, peuvent être extrêmement bas. Je veux dire, même quand on parle de Jean-Michel Jarre, qui est quand même une référence, je reparle de lui, mais franchement, on a fait des spectacles de Jean-Michel Jarre qui nous ont coûté moins de 200 000 € et ce sont des super productions. Donc on peut faire beaucoup moins cher. On a des petits artistes qui produisent des DJ sets, par exemple, qui coûtent littéralement 3 000 € ou même moins. Donc, je veux dire, dans le métavers, ils peuvent monétiser aussi directement avec leur public sur place. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi ce distinguo à faire entre les métavers et la réalité virtuelle qu'on utilise dans les jeux physiques, mais qui n'est pas toujours effectivement très rentable.
Moi, je vais dire quelque chose par rapport à l'investissement dans des casques et tout ça. Déjà, pour nous, les créateurs, moi, je ne sais pas, dans les dernières années qu'on est en tournée avec les Balles de Paris, qu'on a fait plus de 60 000 spectateurs auxquels on doit équiper un par un, on a déjà changé 3 fois la technologie pour la faire mieux et tout. Mais aujourd'hui, c'est nous qui devons faire l'investissement si on veut que notre spectacle, et c'est pareil pour Gilles, si on veut que notre œuvre existe. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé autre moyen que d'investir nous-mêmes, de trouver les moyens pour acheter. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est que nous, les artistes qui travaillent sur cette technologie-là, on peut partager avec d'autres artistes notre technologie. Moi, je suis au service d'autres chorégraphes qui voudraient partager avec moi ce que moi j'ai appris à faire. Et je suis très contente si je peux partager mon équipement et mon savoir-faire avec d'autres créateurs aujourd'hui qui voudraient faire des choses dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que quand on va en tournée dans les théâtres, même s'il y a quelques théâtres qui vont pouvoir peut-être investir, si on tourne dans le monde entier, et 99% des théâtres n'ont aucun moyen d'investir sur des casques et des choses comme ça, et ça va prendre des années avant que cette technologie soit vraiment dans les liens des... Mais par contre, nous, en tant qu'artistes, on peut parfaitement, et Gilles l'a fait déjà, il fait des résidences chez lui pour d'autres artistes qui viennent pour comprendre comment ça marche, pour apprendre. Et nous, on veut faire la même chose. Ça veut dire que c'est tellement difficile et tellement compliqué d'avoir cet équipement-là qu'on est très content, et je dis ça s'il y a des chorégraphes là, de partager notre savoir-faire et notre équipement pour provoquer d'autres créations avec cette technologie merveilleuse. Alors, on va passer maintenant la parole au public. Si vous avez des questions, le micro va se balader dans la salle. S'il n'y en a pas, moi j'en avais une parce qu'on a beaucoup... Ah. Je la poserai tout à l'heure. Est-ce que si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, enchantée, Marion Delemazure. J'ai un petit peu évolué dans toutes ces questions du spectacle vivant augmenté. Je suis ravie d'être à votre écoute aujourd'hui parce que c'est assez passionnant. J'ai 2 questions. Une première question pour Blanca. Moi, j'avais vu votre spectacle, en tout cas le Bal de Paris au tout début, au Palace. Enfin, c'était assez incroyable, c'était une révélation. Je sais qu'aujourd'hui, le spectacle a évolué, que la technologie vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger dans le parcours utilisateur. Est-ce que, pour le coup, ça a une incidence sur le pricing des tickets que vous faites ou pas pour l'augmentation? Et après, j'ai une question pour plutôt Vieroum. J'ai peur d'écorcher, donc je vais juste dire Louis. J'aimerais savoir quels sont votre travail et votre évolution sur tout ce qui est aspect sonore, parce qu'on a parlé beaucoup de l'expérience augmentée visuelle, mais dans ces dimensions sonores, qu'est-ce que vous proposez aussi dans ces environnements? Oui, par rapport effectivement à les nouveaux équipements, on est passé d'un ordinateur que le public devait porter qui faisait presque 9 kilos en tout pour pouvoir rentrer. Je pense que quand vous l'avez fait ici, c'était déjà à Chaillot. On avait encore les gros ordinateurs sur les dos. Et cet ordinateur, quand nous on a commencé à faire la création des spectacles, c'était un ordinateur qui était dans les marchés. Et après la pandémie, nous on avait créé toute l'expérience pour cet ordinateur et après la pandémie, ils ont arrêté de les fabriquer. Donc on avait les quelques ordinateurs qui étaient encore, on se faisait prêter avec des gens qui avaient encore, mais on a vu rapidement que si on ne faisait pas quelque chose, on n'allait plus pouvoir tourner ces spectacles. Donc on s'est mis, nous, à fabriquer nos propres ordinateurs. Et maintenant, on a dans les studios de danse, et c'est très drôle parce qu'on a les danseurs qui répètent, et à côté, il y a les imprimantes 3D qui font des pièces détachées pour nos ordinateurs. On a tout refait, en fait. On a maintenant des petits ordinateurs qui font à peine 500 grammes, et le public est totalement libre. Les danseurs n'ont plus rien, ils sont beaucoup plus libres aussi parce qu'ils avaient beaucoup de poids au départ. Et c'est vraiment génial de pouvoir aussi faire maintenant notre propre équipement parce que ça nous libère aussi de devoir acheter, investir. Mais n'empêche, ça a été un grand investissement de changer toute la technologie. Donc aujourd'hui, les prix des places sont pour nous un peu les mêmes tant qu'on n'a pas récupéré sur l'investissement parce que c'est quand même beaucoup. Mais éventuellement, on va, avec justement les changements, et je pense qu'on va même arriver à faire sans rien. Dans très peu de temps, on aura les publics sans ordinateur, sans capteur probablement. Et ça va être génial parce qu'on pourrait faire la même expérience sans rien, juste les casques.
Et donc, éventuellement, je pense le fait qu'on n'aura plus d'ordinateurs, ça fera que les prix de vente du spectacle aussi pourra être beaucoup moins cher. Et encore une fois, pas que pour nous, mais pour toutes les expériences, ça deviendra peut-être moins cher la diffusion si on arrive à avoir des associations entre les artistes et les institutions et des manières de partager les équipements et de ne pas devoir investir à chaque fois tout le monde pour acheter des choses tous les jours. Oui, puis il y a des problèmes de licence aussi. C'est-à-dire que ça, c'est que je n'en ai pas du tout parlé. Moi, j'ai perdu la licence de VRI, par exemple, parce que mon partenaire technologique a vendu en fait l'exclusivité. Ils ont créé une boîte américaine pour faire du commercial et j'ai perdu le droit d'exploiter la pièce. Donc la pièce continue à m'appartenir, mais je devrais effectivement reconstruire un nouveau dispositif technologique pour pouvoir l'exploiter. J'ai perdu aussi l'autre jour, on a fait une pièce en réalité augmentée qui est permanente, donc comme un lieu fixe, quoi, qui marche avec des déclencheurs. Tout d'un coup, on me dit, ah ben, elle marche plus. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et en fait, une boîte américaine à qui on avait besoin d'un petit élément technologique qui nous a coûté $2000. Ils ont vendu à Roblox. Ils posent tout chez Roblox maintenant. Et donc, voilà, j'ai écrit au mec, non, ben voilà, c'est fini, ça marche plus. Donc, en fait, ma pièce que j'ai vendue à l'état de Vaud, près de Lausanne, ils sont pas très contents puisque la pièce, elle marche plus. Et c'est à cause de cette petite start-up américaine qui en fait s'est vendue à Roblox. Donc c'est ce genre de choses qui m'encourage, disons, à développer mes propres technologies. Je vois que vous construisez tes propres ordinateurs et je suis sûr que ça coûte beaucoup moins cher. Donc finalement, on finit par développer des stratégies pour pouvoir s'en sortir et trouver une manière de fonctionner. Une pièce comme moi, toutes les pièces que je fais VRI, c'est une pièce qui était pensée pour la diffusion. Donc je savais combien j'avais de valises, je savais qu'elle pesait 23 kilos, je savais combien elle coûtait. On la vendait entre 5 et 6 000 euros la représentation. On savait qu'on faisait 100 spectateurs par jour. Et ça, c'est dans une économie qui est cohérente pour des lieux de diffusion, des salles de ce type de taille. Donc c'est possible en fait de trouver une adéquation entre coût de création, coût de diffusion, mais il faut être très prudent avec les licences, mais vraiment très prudent. Ne faites pas de collaboration avec des technologistes et faites attention aux startups parce que les startups, ils se constituent pour être vendus. Donc, ils utilisent les artistes en fait pour exister dans les festivals, genre Sundance, ce genre de trucs, pour qu'on mette dans leur technologie. Puis après, ils te coupent et puis toi, tu te retrouves le bec dans l'eau. Donc attention. En même temps, c'est vrai que je pense qu'il ne faudrait pas donner le sentiment non plus que, et c'était la dernière question en fait de la table ronde aussi, de se dire est-ce que les institutions publiques elles vont changer de métier, elles vont avoir d'autres métiers. Je pense que chacun doit rester à sa place aussi, c'est-à-dire que l'institution elle est là pour l'éducation, la transmission, pour aussi voilà. Et je pense que il ne faut pas qu'elle se mette à devenir producteurs, etc. En revanche, nous, ce qu'on pense très important, c'est qu'en effet, les institutions doivent maîtriser ces technologies. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que la formation, elle est très importante, la formation des acteurs de l'institution, mais aussi, peut-être, c'est vrai, comme vous le disiez, des lieux ressources. Hein, que par exemple, nous, on a financé dans le cadre de l'expérience augmentée des spectacles vivants, des lieux de résidence d'artistes équipés. Donc à la scène à MC2 de Grenoble, par exemple, au Théâtre du Châtelet, au Cube Garches aussi, qui va être un lieu donc vers Roissy, et qui permettent en fait des résidences d'artistes de pouvoir tester ce que vous dites, de mutualiser des équipements, etc. Après, ce que dit Biancali, c'est aussi très intéressant, c'est qu'on peut faire des sociétés mutualisées, mais je dirais il faut faire attention à pas, à ne pas se dire qu'on va changer de métier, parce que justement l'idée c'est de travailler mieux ensemble, mais pas de faire ce que l'un à la place de l'autre. Hein. D'ailleurs, peut-être pour rebondir là-dessus, je ne sais pas qui parmi vous joue à Just Dance. Vous voyez ce que c'est Just Dance? Ok. Et là, on a dans le dernier Just Dance, en fait, on a une map, donc une chorégraphie qui s'appelle Une nuit au château de Versailles, sur lequel on a travaillé avec le château de Versailles. On parle de musique de Lully, Rameau, un petit peu revisitée pour les rendre un peu plus pop, que ça fonctionne mieux avec le joueur d'aujourd'hui par rapport aux musiques d'il y a 400 ans. Et on a le chorégraphe de Just Dance qui a travaillé avec le chorégraphe de Versailles Spectacle qui est spécialisé sur le menuet. Et donc on danse le menuet, un peu revisité, mais ça reste du menuet dans Just Dance. Et ça, partout dans le monde. Et donc chacun est resté sur son métier,
Mais nous, nos équipes de chez Just Dance se sont complètement ouvertes à travailler sur des musiques, des chorégraphies, des costumes d'il y a 400 ans. Et les équipes de Versailles sont complètement ouvertes à ce qu'on revisite un peu pour le rendre un peu plus moderne. Et que finalement, ça permet d'apporter ce patrimoine, c'est quand même la musique et la danse baroque, l'amener au monde entier par l'intermédiaire d'un jeu comme Just Dance, qui a rassemblé à peu près 350 millions de joueurs depuis sa création il y a presque 15 ans. Donc il faut, je pense, c'est une ouverture. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir expert de réalité virtuelle. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit savoir installer des caméras de motion capture ou fabriquer des ordinateurs. Ça veut dire déjà commencer à s'ouvrir pour avoir la sensibilité, pour travailler avec les bons partenaires et après faire confiance aux partenaires dans leur expertise sur les différents sujets. Je vais répondre à la question sur le son. Donc le son, en fait, en réalité virtuelle, c'est le facteur numéro 1 d'immersion, bien avant la vue, parce que nos yeux, tout simplement, c'est mathématique. Nos yeux voient à 140 degrés et nos oreilles entendent à 360 degrés. Et on est dans un monde en 3 dimensions. Donc effectivement, le son, ça fait partie de nos préoccupations premières, avant l'image, en fait. Je suis toujours un peu surpris à quel point le public est relativement peu sensible au son, à part un public assez averti. Mais en fait, on réalise en réalité virtuelle, dans les expériences de réalité virtuelle, que le public, lorsque le son n'est pas bien traité, ils perdent vraiment l'intérêt, ils sortent de l'expérience en fait. Donc c'est le premier facteur d'immersion, le premier facteur de présence aussi. Donc le son, on a deux problématiques. On a la problématique du son spatialisé avec tous les objets qui nous entourent, un peu comme dans la vraie vie. Si je fais tomber une bouteille à ma gauche, je vais entendre la bouteille qui tombe à ma gauche et je sais qu'elle est là, j'ai pas besoin de la voir. Ou qu'un klaxon derrière moi. Très près parce que la voiture va m'écraser et un avion qui passe là-bas et que j'entends très loin parce qu'il passe à 3 km. Tout ça, c'est possible en réalité virtuelle et on le gère et les moteurs de jeu le font par défaut, on pourra dire comme ça. Après, il y a comment est-ce que nous, on fait streamer le son de l'expérience, c'est-à-dire que ce soit la musique ou tous les effets sonores qu'on peut faire passer dans l'expérience. Et évidemment, on peut le faire en stéréo, par défaut aussi, parce que les plateformes de streaming nous permettent de le faire et nos players nous permettent de le faire aussi. On le fait aussi en binaural, donc on supporte le binaural. Et là, on est en train d'expérimenter avec des nouveaux formats, enfin nouveaux pour la réalité virtuelle, je veux dire, pas nouveaux dans l'absolu, puisqu'ils existent depuis longtemps au cinéma, mais le Dolby Atmos et des formats multicanaux aussi. Donc ça fait partie des développements qui sont à venir, mais qui sont extrêmement importants pour l'expérience de l'utilisateur. Et donc il y avait une deuxième question, monsieur. Ma question, c'est... Est-ce que vous pouvez juste vous présenter avant de poser la question? Valentin, je suis spectateur depuis très longtemps, etc., du spectacle vivant, depuis une vingtaine d'années, dirais-je. Ma question, c'est d'essayer, à mon niveau qui est le mien, de mettre en lumière et en corrélation le débat de cet après-midi avec ceux qui ont précédé, à savoir aller chercher les publics et comment les faire venir, etc. Donc, ma question, c'est pour quel public s'adresserait-on ou s'adressera-t-on dans le meilleur des mondes à du spectacle vivant virtuel. Et je mets ça en lumière et je me permets très humblement d'inviter tout un chacun et tout un chacune à se l'approprier. Le rapport du Sénat, une mission d'information sur la lutte contre l'électronisme, je cite, et l'inclusion numérique, où c'est pas très joyeux, quoi. Donc, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, sur les actes quotidiens, administratifs en l'occurrence, avec des publics qui sont éloignés, qui sont fragilisés à différents niveaux, et notamment fragilisés, éloignés des usages technologiques. Donc, à quel public pense-t-on aujourd'hui sur ces projets? Et après, je vais me permettre d'être un peu provocateur. Donc, est-ce que ça veut dire que du coup, il n'y aura plus besoin, dans un monde numérique, d'artistes chorégraphiques physiques? Est-ce que ça voudra dire, ou ça pourrait vouloir dire, qu'il n'y aura plus besoin d'aller chercher donc des publics qui viendraient dans des lieux culturels? Et donc, si on poussait la logique
à l'ubuesque, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y aura plus besoin du coup de lieux culturels, puisque les gens seront équipés, seront chez eux, etc. etc. C'est un peu le même problème qu'on a avec le streaming, où les gens sont presque mieux équipés chez eux pour regarder des films que dans des cinémas, où paraît-il qu'il y a même des punaises. C'est une légende urbaine, mais enfin, n'empêche que les gens restent chez eux pour regarder des films. Donc oui, mais la fracture numérique, de toute façon, elle existe. Donc oui, il y a des gens qui sont bénéficiaires et des gens qui sont déficitaires. Nous, en tant qu'artistes, moi, la différence depuis que je travaille dans le digital, c'est pas tant que des nouveaux publics viennent à moi, c'est plutôt que je suis invité dans des nouveaux endroits, comme des festivals de cinéma, comme Sundance, comme Venise et d'autres, des festivals qui s'intéressent à la technologie, à la relation du digital. Donc, en fait, ça m'amène des nouveaux publics, mais c'est pas eux qui viennent à moi, c'est les programmateurs qui m'invitent chez eux, en fait, et qui montrent mon travail. Donc, moi, ce que je trouve que c'est significatif, qu'un chorégraphe comme moi puisse être représenté dans des festivals de cinéma, ça dit quelque chose, c'est rare, je suis souvent le seul d'ailleurs, il n'y a personne d'autre, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur quand je suis dans ces festivals d'ailleurs, je me demande ce que je fais là par rapport à... Mais en fait, c'est très significatif pour la danse, et je pense que la danse est très bien équipée pour la technologie, elle a toujours été, parce que le corps est signifiant, donc le mouvement est signifiant, et on a un bon canevas pour la technologie, puisque on n'est pas la plupart du temps narratif et sans dialogue. Donc en fait, on a plus de liberté pour appliquer en fait des innovations technologiques sur ce qu'on fait. Donc on ne peut pas non plus prendre toutes les responsabilités en tant qu'artiste. Nous, on fait des projets, on se fait plaisir, on s'enthousiasme pour des nouvelles possibilités. Et puis tout d'un coup, le public nous adopte. Et c'est pour ça que la question de niche, c'est-à-dire que finalement, on reste dans le niveau qu'on est. Moi, je ne m'intéresse pas tellement. Si je faisais du jeu vidéo, ça m'étonnerait que je sois dans du triple A. Je serais plutôt dans des trucs indépendants, un peu bizarres. Donc voilà, je ne peux pas prétendre non plus passer à des millions et des millions de revenus alors que je reste dans des choses qui sont moins populaires. Je permets juste de terminer. Une dernière chose que j'aimerais dire, je trouve que dans tous ces soutiens qui se font sur le digital, et chez nous en Suisse, c'est la même chose. On fait beaucoup pour les studios, on fait beaucoup pour la technologie, mais on fait très peu pour les interprètes et pour les gens dont le mouvement sera capté au final. Donc vraiment, je recommande de créer aussi des formations pour les interprètes, pour les nouveaux métiers du spectacle vivant, et pas juste de soutenir des studios ou finalement de la technologie. C'est aussi le contenu. Et la grande faiblesse du digital, pour moi, elle est dans le contenu, elle n'est pas dans la technologie. Oui. Mais peut-être pour aussi compléter la vision, parce que je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu dis, on a plus aujourd'hui, on est bien équipé chez soi, donc évidemment, ça multiplie les possibilités de rester de chez soi, mais aussi, je pense que quand même, on l'a vu avec le Covid, ou même... On ne peut pas se passer du spectacle vivant et ça ne remplace en rien la danse. Comme on voit par exemple la lecture, le livre numérique n'a jamais supplanté le livre physique en France. On continue à aller aux salles de cinéma même si on dit bon que voilà. Mais je pense que c'est vrai qu'il va y avoir... Il y a de plus en plus de possibilités, donc il va y avoir aussi une sélectivité aussi toujours plus grande, parce que finalement, ça revient à ce que tu dis, ça sera toujours la même chose, ça sera la qualité, et on en venait tout à l'heure, ou de l'expérience, ou la qualité du spectacle, qui vont permettre, qui vont donner envie envie d'y aller, donc plus de sélectivité, enfin toujours autant de sélectivité. Et juste un dernier mot, je pense que aussi ce qui est peut-être important aujourd'hui, c'est que finalement les gens, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, Déborah, je pense que on va être vraiment dans la recherche de la qualité de l'expérience, et la qualité en fait du contenu va être... Et ce qu'on connaît, peut-être la dernière chose, c'est ce qu'on connaît, c'est surtout les gens viennent à des spectacles de réalité virtuelle souvent parce qu'ils connaissent les artistes avant, où ils connaissent les lieux physiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on s'est aperçu que si on lance un artiste lambda sur la toile, ça va être comme une aiguille dans une botte de foin, ça va être extrêmement difficile à trouver. C'est quand même parce qu'on l'a connu, parce qu'on a eu cette émotion première peut-être en salle, qu'on va le suivre ensuite dans ce qu'il va faire dans la réalité virtuelle. Donc je ne suis pas très inquiète dans le sens où, pour moi, l'humain reste quand même primordial, et que sans ce contact physique, c'est comme dans les rencontres, si on ne s'est pas vu d'abord physiquement, si ça reste du virtuel, je ne sais pas si c'est très... Ouais, c'est très pérenne. Et pour rebondir sur la question de cette fracture numérique, je suis d'accord avec vous que l'équipement à la maison, aujourd'hui, sur la réalité virtuelle,
il est quand même très faible. Donc en fait, ça c'est une façon. C'est-à-dire que quand on parle de spectacle vivant qui serait en réalité virtuelle pour une consommation à domicile, c'est une chose. Mais ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est par exemple ce que fait Blanca quand elle fait le bal de Paris, c'est pas pour vivre à la maison, c'est pour vivre dans des lieux. Et à partir du moment où je vais dans un lieu, je peux vivre une expérience de spectacle vivant en étant assis sur la chaise, ou je peux vivre une expérience de spectacle vivant avec un casque de réalité virtuelle ou de réalité mixte, en étant moi-même au cœur du spectacle. Et là, je n'ai plus la fracture numérique puisque je suis prise par la main. Je n'ai pas besoin de savoir comment ça fonctionne. On me le met sur la tête et là, je fais ce qu'on me dit. Et il n'y a plus de barrière et on peut avoir des gens de tous les âges. On peut avoir des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants sans aucun problème. Cette techno est compliquée, mais son usage ne l'est pas. Et c'est un grand paradoxe de la réalité virtuelle. Une fois que le casque est installé, que l'expérience est développée, c'est tellement simple. En fait, on se comporte comme on se comporterait dans la vie réelle. On marche, on échange, on parle, on écoute, on danse, on se réjouit. Oui, moi, je vais justement dire que mes spectacles, même si j'utilise la technologie de la réalité virtuelle ou celle que je suis en train de faire avec la réalité augmentée, pour moi, c'est d'abord un spectacle, et c'est un spectacle vivant. Et il est présenté dans un théâtre, et moi, je me dirige au public qui vient voir tous mes spectacles. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est qu'on va mettre un casque sur la tête du public, mais pour moi, c'est la même exactement démarche. Et j'ai réfléchi, pareil, parce qu'on fait les tournées, on va dans les théâtres. Enfin, c'est pas, mes spectacles, ce n'est pas virtuel, on est vraiment là, même si on utilise cette technologie. Oui, et même nous, quand on joue à distance depuis notre studio de Genève, comme on l'a fait ici à Chaillot, on est vraiment en contact avec le public. C'est pas tout à fait la même expérience, mais on est vraiment conscient qu'on joue pour un public. Ce que vous disiez, c'est ce qu'on appelle le location-based, mais si on se souvient de l'histoire des médias, le cinéma, c'était aussi du location-based. À la base, on allait dans une foire pour voir un film. C'était un événement de foire, c'était même pas un média, c'était juste un truc. On voyait des images animées. Le jeu vidéo, quand moi j'étais jeune, on allait j'en ai dépensé des sous dans des salles d'arcade à mettre des 1 franc là pour. Ouais, tout à fait, mais souvent ça commence par le location-based et puis petit à petit, mais on voit même, regardez même l'adoption des plateformes, c'est-à-dire que les plateformes de vidéo on demand, les Netflix, etc. En fait, en semaine, par exemple, les cinémas étaient remplis de gens qui étaient peut-être en journée, qui étaient remplis de gens qui étaient à la retraite, qui avaient le temps, qui étaient plus âgés, qui d'ailleurs n'avaient pas d'abonnement Netflix, ils n'en avaient pas besoin. Eux, ils avaient le temps d'aller au cinéma. Mais le Covid, avec la fermeture des cinémas, a accéléré l'adoption de ces plateformes par des publics plus âgés, plus éloignés du numérique. Donc en fait, il y a parfois des accélérations d'usage, mais en attendant, si on parle d'aujourd'hui, c'est ultra important que ça se passe dans des lieux. Et puis en plus, il y a des choses qui ne pourront pas se passer chez les gens. Quand Blanca ou Gilles font intervenir des artistes qui se mélangent au public, les artistes, ils ne vont pas aller chez vous physiquement. Donc il faut bien que vous veniez dans une salle de spectacle. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Ah, une ultime question, très rapide, s'il vous plaît. Alors, je prends la dernière question. Donc, François Planquette, je gère une association qui regroupe une centaine de startups dans l'innovation de la musique qui s'appelle Musique Tech France et qui ne souhaite pas être revendue. Mais j'ai une question pour les chorégraphes, puisque j'ai beaucoup aimé l'intervention de Blanca sur la partie sur les mouvements, notamment au niveau de l'épaule. Vous parliez de contraintes techniques que vous avez eues justement pour essayer de reproduire ce mouvement. Je trouvais ça très intéressant, mais ça m'a rappelé aussi que le corps humain, il a des contraintes physiques. Et je me suis dit, est-ce que vous avez pu, vous, en tant que chorégraphe, que ça soit aussi Gilles, utiliser justement le virtuel pour faire des choses qu'on pensait jusqu'alors impossibles dans le monde réel, notamment que ça soit sur les mouvements ou la mise en scène ou je ne sais pas. Bien sûr, bien sûr. C'est une des choses que j'ai fait tout de suite. Par exemple, je ne peux jamais dans le monde réel avoir des millions de danseurs partout. Je fais ce que je veux dans le monde virtuel. Donc je fais des chorégraphies avec plein de monde. J'ai des sirènes qui sautent dans la mer, des couples à l'infini. Et après, je fais voler des personnages, des mouvements un peu impossibles. Et même les danseurs, il y a quelque chose qu'on peut faire quand on enlève un capteur de la tête, par exemple. Si on lève les bras avec un capteur dans la tête, les personnages, ils se mettent à voler. Donc, il y a plein de choses, bien sûr. On s'éclate à faire des choses qu'on ne peut pas faire dans le monde réel. C'est ça qui vient aussi dans le virtuel.
Oui, l'intérêt, c'est l'augmentation de notre danse. C'est-à-dire que c'est ce que je disais quand je parlais de la révolution digitale. Pour le mouvement, c'est seulement maintenant qu'on peut vraiment augmenter notre danse en temps réel. Donc moi, j'ai des danseurs qui font 35 mètres de haut, ce qui est impossible dans la réalité. Je peux les multiplier en petits. On commence à intégrer des effets. Là, on va faire un spectacle. On a de la capture de mouvement en temps réel avec des projections derrière. Et puis toutes les questions d'optimisation du mouvement du corps, c'est souvent beaucoup lié au système qu'on a. Le type de capteur de mouvement, il y a plein de systèmes différents. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais nous, on a un système optique un peu top, le top du top. Et c'est vrai qu'on a une assez bonne qualité, mais encore faut-il qu'on ait suffisamment de caméras, qu'elles soient bien réglées. Et puis, on a aussi on apprend à mieux riguer nos personnages. J'ai appris aussi que le standard de rig des personnages était un peu pas très bien conçu, en fait, surtout au niveau des épaules. C'est pour ça qu'on a tellement de problèmes d'épaules. En fait, c'est le rig qui est juste mal conçu. Donc, on devrait commencer à créer nos propres rigs vraiment spécifiques. Passer des rigs qui datent un peu déjà, sur lesquels tout le monde est resté basé. Donc, il y a toutes sortes d'étapes, en fait, qui nous rapprochent. Mais attention, le digital, n'oublions pas que plus on va vers le réalisme, plus c'est bizarre. Hein, c'est l'effet de Uncanny Valley. Donc, il faut quand même rester prudent. Mais moi, je pense que l'intérêt, en tout cas pour moi en tant que chorégraphe, c'est la fluidité et la reproduction de la fluidité du mouvement, pas tant l'enveloppe extérieure qui est imparfaite parce que les conditions ne nous permettent pas d'aller plus loin, mais par contre le mouvement, lui, il sera extrêmement fluide. Donc même si c'est un peu une marionnette un peu pas très bien faite, dedans on va sentir l'humanité. Et moi c'est ça qui m'intéresse et qui me touche dans ce domaine. Pour compléter là-dessus, un jeu comme Just Dance, il est pas fait, c'est pas de l'animation, hein. C'est un vrai danseur avec un vrai costume qui est filmé sur fond vert. Donc nous-mêmes, on utilise les danseurs, les chorégraphes, etc., mais c'est pas de l'animation. Et par contre, pour améliorer la fluidité, avant, dans un jeu vidéo, par exemple, s'il y avait quelqu'un qui ouvrait une porte, il mettait sa main sur la porte, il ouvrait la porte, et puis ensuite, c'était quand même pas très naturel comme mouvement, hein, le retour de sa main. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet d'améliorer la fluidité des mouvements, dire entre le moment où je suis là et le moment où je suis là, alors l'intelligence artificielle arrive à nous recalculer pour que ce soit plus fluide. Voilà. Donc elle ne vient pas remplacer, mais elle vient compléter, fluidifier. Je me disais, c'est bizarre, on n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle. Quand elle sert, on peut le dire. Ça, c'est encore un sujet, alors... C'est pour ouvrir qu'on a... Voilà. Merci à vous cinq. C'est ça, à vous cinq d'avoir participé. Merci au public. Et je vais redonner la parole à Jacques, normalement, qui va introduire la conclusion. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, comme énoncé ce matin, je vais demander à Marjorie Glass donc, de bien vouloir venir et au Débeauté de faire cet exercice remarquable qui consiste à nous faire non pas un résumé ni une synthèse, mais nous faire part de ses réactions sur l'ensemble de ces débats de cette journée. Merci Marjorie, c'est à vous. Bien, est-ce que ça fonctionne? Merci. Je ne sais pas si je dois vous remercier de cette très lourde tâche qui m'incombe, donc de synthétiser en 7 minutes, m'a-t-on dit, cette journée assez foisonnante. Alors, pour le faire, je vais vous préciser l'objectif tel qu'il était indiqué sur le site du Théâtre national de Chaillot, qui était donc l'idée de donner et de rendre à la danse le dynamisme, la légitimité d'un art populaire, réfléchir à la capacité de la danse à s'adresser au plus grand nombre. Alors, si on a fait appel à moi, c'est que moi, j'ai travaillé sur l'histoire du rôle social qui a été attribué au théâtre, et notamment l'histoire de la relation aux classes populaires. Donc, je vous propose une lecture de cette journée un peu à l'aune de cette perspective un peu socio-historique que j'ai l'habitude de travailler. Alors, peut-être, pour revenir à la notion de populaire, préciser que si la notion de populaire, elle est aussi importante en France et dans d'autres pays, mais particulièrement en France, dans le théâtre, mais dans le spectacle vivant en général, dans la danse, c'est aussi le cas, c'est parce que les fondements de l'intervention publique en matière culturelle, en tout cas l'intervention publique en matière culturelle se fonde sur 2 piliers qui s'articulent l'un et l'autre. C'est l'aide à une création qui ne soit pas une création qui relève du privé, c'est-à-dire l'aide à une liberté de création, à une singularité, qui doit s'articuler à la recherche d'un public le plus large possible. Et donc cette question du populaire, évidemment, elle est fondamentale parce que c'est le fondement de la légitimité aussi que vous avez, vous, à recevoir de l'argent des pouvoirs publics et à ce qu'on paye des impôts pour faire vivre, en tout cas, des lieux comme ceux-ci.
Donc c'est des fondamentaux et qui se sont maintenus jusqu'ici, fondamentaux qui sont créés après-guerre et qui se sont maintenus très très fortement dans cette idée que, en tout cas, l'art, la culture avait un rôle émancipateur à jouer. Je l'ai entendu beaucoup dans la bouche de la personne qui parlait pour les Francas. C'est un élément, évidemment, la question de l'émancipation qui est fondamentale dans l'éducation populaire et qu'on retrouve en tout cas là-dedans. Alors pour autant, si ces fondamentaux ils se sont maintenus depuis 70, maintenant presque 80 ans, pour autant, le terme de populaire, en tout cas ce que le terme de populaire qualifie en fonction des époques, il a évolué. Et même là, moi, il me semble qu'il y avait un peu des débats en fait, sur ce qu'est le populaire, qui n'ont pas été formulés comme tels, mais en fait, c'est pas exactement les mêmes choses qu'on mettait à chaque fois derrière. Les enjeux également autour de cette question de faire venir le peuple au théâtre, à la fois ils sont récurrents et en même temps ils évoluent selon les contextes. Et puis évidemment, les tentatives menées pour faire venir le peuple au théâtre, tentatives, on le verra, assez difficiles, elles ont également évolué. Alors je vais revenir un peu sur ces 3 points. Déjà la question du terme de populaire. Alors j'ai entendu à plusieurs reprises l'idée, c'est faire venir le peuple, donc faire venir tout le monde au fond au théâtre. Alors ça c'est quelque chose qui était porté dès l'après-guerre en fait, dans cette idée que dans une logique de reconstruction du pays, il faut faire venir toute la population, parce que l'art et la culture ont une vocation pas seulement émancipatrice, mais de créer de la communion, de faire nation, etc. Alors pour autant, même si le discours c'est celui-ci, et c'est ce qu'on voit en fait finalement dans les débats aujourd'hui, c'est que malgré tout, si on veut faire venir le peuple, il va falloir faire venir les gens qui ne viennent pas au théâtre, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas issues de la bourgeoisie, en gros, parce qu'on sait que sociologiquement, malheureusement, le public du théâtre ou de la danse est quand même un public issu plutôt de catégories sociales plutôt privilégiées. Donc l'enjeu, au fond, c'est déjà de faire venir les classes populaires au théâtre et à la danse, parce qu'elles viennent moins souvent. Alors, il y a des objectifs de communion, puis il y a des objectifs d'émancipation. Dans les années 60-70, l'idée de faire venir les classes populaires, c'est un objectif d'émancipation de la classe ouvrière, donc avec un objectif politique aussi, qui est très assumé. Alors, ce que je n'ai pas entendu aujourd'hui, mais qui aurait pu l'être après tout, parce qu'il me semble qu'il y a aussi des lieux où on essaie de faire du spectacle pour politiser, ou en tout cas émanciper certaines catégories de population, pour qu'elles portent aussi un regard sur leurs propres conditions, en quelque sorte. Cette question du rôle social du spectacle, en général, elle a été, Jacques Renard l'a émis en introduction, elle a été un peu oubliée ou mise de côté, disons, dans les années 80, 90, jusqu'à assez récemment en fait. Alors c'est allié aussi avec une certaine invisibilisation aussi des classes populaires dans la société. Cette idée qu'on était dans une moyennisation de la société, etc. Ce qui sociologiquement ne se retrouve pas du tout, mais il y a eu cette chose-là. Et puis depuis quelques années, et je trouve que cette journée, elle se fait l'écho de ça aussi, on a un retour en force de la notion de classe populaire. Alors évidemment, les gilets jaunes dont il a d'ailleurs été question à un moment dans les débats, évidemment la crise sanitaire qui a contribué à visibiliser des travailleurs qui habituellement sont invisibles et qui sont devenus indispensables tout d'un coup. Cette question du populaire aussi qui est utilisée politiquement dans des débats politiques qui font qu'il est parfois difficile aujourd'hui de convoquer le populaire sans être traité de populiste. Enfin voilà, vous voyez, toutes ces difficultés-là. Et donc logiquement, le secteur culturel s'en empare en fait, puisque à la fois on est dans un secteur subventionné qui se doit du coup d'être l'écho aussi de ce qui se passe dans le monde social. Les artistes ont aussi cette vocation d'être un écho aussi du monde social. Et puis moi, il me semble qu'on peut lire ça sans cynisme, mais ce recours aussi au populaire, on peut aussi le lire aujourd'hui comme un symptôme en quelque sorte de la crise aussi que traverse le secteur culturel subventionné. Ce que je montre moi dans mon travail, c'est que quand on a recours au populaire, c'est souvent qu'on est en crise de légitimité. Et donc peut-être que ça raconte ça après pas mal d'années où la question des classes populaires, elle a été un peu mise de côté. Eh bien, il y a aussi besoin peut-être de retrouver une légitimité en retrouvant ce public-là ou en retravaillant à trouver ce public-là. Et c'est bien ce qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, les enjeux pour retrouver, enfin en tout cas presque les problématiques, les difficultés à trouver ce public populaire, on les ressent en filigrane tout au long de la journée, même si cette journée, elle fait état d'expériences plutôt heureuses, plutôt positives, très dynamiques, très volontaires. Et pour autant, on voit bien que, oui, on arrive à faire bouger les lignes, mais au fond, on n'arrive pas non plus à avoir un public totalement populaire dans ces lieux de théâtre et de danse. Autre élément qui me semble revenir un petit peu, c'est parfois les difficultés, ou en tout cas les débats, l'ambivalence qu'il y a, la difficulté qu'il y a à articuler la question de la création, de l'expérimentation,
et puis la venue d'un public populaire. On l'a vu ce matin, il y a eu un débat un petit peu virulent sur ces questions. Et en fait, c'est des questions qui sont récurrentes, c'est-à-dire comment on œuvre à une expérimentation artistique avec la liberté nécessaire à l'artiste pour inventer de nouvelles formes, etc., tout en travaillant à cette question de la venue du public populaire. Alors, on entend, bah oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, etc. L'un n'empêche pas l'autre, mais ça ne simplifie pas les choses que de faire des formes expérimentales pour faire venir un public populaire. Et donc ça, c'est aussi une ambivalence. Donc finalement, on n'a pas tant parlé que ça, alors que c'est une vraie difficulté en réalité de la mission qui vous incombe dans les lieux subventionnés que d'articuler aussi ces deux éléments. La difficulté aussi à travailler le populaire, elle est aussi liée au fait qu'on hérite tous d'un clivage qui s'est historiquement constitué entre la création et le socio-culturel. Alors il se trouve qu'ici on avait affaire à des gens, encore une fois, très volontaires en la matière, mais la question du populaire est souvent renvoyée à un univers socio-culturel qui peut être parfois dénigré, méprisé dans certaines sphères culturelles, et ça ne facilite pas les choses non plus, ça ne facilite pas la légitimation des personnes qui ont envie de travailler cette question du populaire. Alors je vais terminer sur les tentatives qui ont été identifiées et abordées, pour terminer justement sur quelque chose qui ouvre un petit peu des possibilités pour l'avenir. Alors moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement les tentatives présentées aujourd'hui font écho à pas mal d'expériences que moi j'ai pu identifier dans mon travail socio-historique, dans le travail en archives, etc., de ce qui a pu être mené entre l'après-guerre et puis la période la plus récente. Et j'ai d'ailleurs noté ce qu'a dit Hortense Archambault de manière très très juste. Elle dit, mais en fait on réinvente toujours les mêmes choses, mais on l'adapte sans cesse. Et je trouve que cette journée, elle raconte bien ça, finalement, des recettes qu'on va réajuster en fonction d'un contexte, en fonction de problématiques, en fonction de l'évolution aussi des populations, de ce que seraient les classes populaires aujourd'hui, etc. Donc évidemment, la question de créer de nouvelles expériences pour les spectateurs, la question de la place donnée au public, des allers-retours, des échanges avec le public, elle se pose aujourd'hui, elle s'est posée dans la première table ronde, mais comme elle se posait beaucoup dans les années 60-70, avec cette idée de faire alliance avec des organisations extérieures, je pense aux assauts des Ducs Pop dont il a été question, la manière de penser l'aménagement des lieux. En fait, au début des maisons de la culture, aujourd'hui on crache beaucoup sur les maisons de la culture, ces paquebots, etc. Mais au départ, c'était aussi des lieux qui étaient, dans l'aménagement, étaient aussi beaucoup pensés pour l'accueil du public, etc. Donc c'est des questions qui s'étaient beaucoup posées. La création de comités de spectateurs, je pense à ça notamment avec ces conseils des jeunes qui sont réactivés, mais c'est très intéressant de manière tout à fait différente. La deuxième table ronde, elle posait la question des nouveaux territoires. Ça fait un écho assez net à la décentralisation, évidemment. Aller sur des territoires pour trouver d'autres publics. C'est des choses qui ont été abandonnées. C'est très intéressant de voir que c'est remis en route. Et puis, des nouveaux territoires, effectivement, sur des nouvelles manières de faire de l'art. Je pense aux arts de la rue, etc. Et aujourd'hui, de nouvelles tentatives qui vont dans ce sens-là. Même chose sur la question de l'hybridation, du décloisonnement du domaine de l'art, comme vous l'avez appelé. Et c'est des choses qu'on a retrouvées aussi à d'autres époques, de manière assez différentes, mais sur la question du rapport aux amateurs et aux professionnels, du passage de l'amateurisme au professionnalisme ou pas, la question du lien entre le social et l'artistique. Les MJC étaient des lieux d'hybridation, en fait, assez anciens. Les maisons de la culture étaient aussi des lieux d'hybridation, puisqu'une scène nationale, c'est aussi un lieu d'hybridation, en fait, de différentes disciplines, même si on voit bien qu'il faut aller au-delà aujourd'hui. Alors, la question du numérique, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire de comparaison historique, parce que là, on est face à un renouvellement possible, même si ce que je note, finalement, c'est que le numérique offre des capacités de changement des pratiques, des expériences, mais pas forcément une capacité à ouvrir spécifiquement aux classes populaires. On voit que les choses sont plus complexes que ça quant à l'appréhension de ces outils spécifiquement par une classe sociale. Alors, je voudrais terminer cette courte synthèse par l'évocation d'autres pistes qui sont, à mon sens, susceptibles de compléter ces initiatives. C'est des pistes de travail, des tentatives qui ont pu être menées historiquement et dont certaines personnes, lors de cette journée, les ont esquissées. Et moi, il me semble que ça peut être aussi des espaces qui peuvent vous aider à compléter, à accompagner ces différentes tentatives pour retrouver ces fameuses classes populaires.
Moi, il me semble, et ça a été peu évoqué, qu'il y a un élément important, c'est la nécessité de concevoir peut-être différemment les classes populaires. Parce que dans les lieux de théâtre, on a souvent une conception assez segmentée des publics. Segmenté, j'entends par là le public scolaire, je ne sais pas, le travail auprès des détenus, etc. Alors ça s'explique à la fois par des lignes de financement dédiées qui font qu'on va avoir de l'argent sur certains financements, et puis ça s'explique aussi par le fait qu'on touche les publics par le biais d'institutions qui nous aident à toucher les publics, qui sont ces relais. Alors ça, c'est très logique, mais la difficulté, c'est que ça met dans un angle mort, en fait, l'écrasante majorité des classes populaires, qui ne passent pas nécessairement par un centre social, qui sont encore moins en prison, qui ne sont pas dans un hôpital, etc. Et donc il y a tout un travail peut-être à faire pour essayer de repenser la manière dont on conçoit les publics, dont on segmente les publics. La question de la catégorisation, d'ailleurs, elle a été interrogée un moment, et je pense qu'il y a peut-être des choses à faire là-dedans. Il y a eu la question du monde du travail aussi qui a été abordée en disant mais aujourd'hui les CE sont plus ce qu'ils étaient. Alors il y a un enjeu malgré tout à essayer d'imaginer, de travailler cette question du populaire à travers le monde du travail, pas nécessairement de l'entreprise, mais le monde du travail et des salariés, en passant soit par les CSE, quand ils sont assez dynamiques, ou éventuellement par d'autres biais, pour toucher finalement une dimension plus large des classes populaires. Autre chose, c'est la question du renouvellement des relais. Alors il a été question de relais aujourd'hui, mais pas tant que ça. Alors qu'historiquement, effectivement, jusque dans les années 80, le travail dans les théâtres se faisait avec des relais qui étaient eux-mêmes des médiateurs. Donc, en quoi c'est intéressant? C'est intéressant d'avoir des médiateurs dans les théâtres, mais c'est aussi intéressant de former des médiateurs ailleurs dans le monde social, pour partager des pratiques, etc. Et ça peut être aussi des éléments assez intéressants. Et je trouve que l'expérience Chaillot-Colo, justement, de coopération entre des artistes et des animateurs, mais sur un échange de pratiques, mais aussi un apprentissage commun en quelque sorte, est intéressant. Autre élément qui a été souligné avec fougue par Cathy Bouvard, mais qui est essentiel, c'est la nécessité pas seulement de diversifier les publics, mais de diversifier les recrutements au sein des théâtres et des lieux. Et c'est dommage parce qu'une des spécificités du secteur culturel, c'était d'avoir au départ une grande diversité sociale qu'on retrouvait notamment à travers les métiers de techniciens, d'ouvreurs, de médiateurs, etc., qui étaient des gens qui étaient souvent issus de classes populaires. Et en fait, la montée en diplôme de tous ces métiers-là, eh bien, a contribué à élitiser aussi le recrutement. Et j'ai entendu parler à plusieurs reprises de la nécessité finalement d'avoir une culture commune, de mieux se connaître. Pierre parlait tout à l'heure de la nécessité de mieux connaître les classes populaires. Voilà, travailler ensemble est une bonne manière aussi de se rencontrer et de se connaître. Autre élément que j'ai noté et que soulignait Hortense Archambault, c'est peut-être la nécessité de diversifier les sujets qui sont abordés au théâtre, de travailler aussi, il y a un spectateur qui était dans la salle qui disait tout à l'heure aussi, il faudrait aussi connaître les références de la culture populaire dans les lieux, dans les théâtres, connaître l'intérêt des spectateurs. Ça ne veut pas dire forcément contraindre l'artiste, etc., mais en tout cas peut-être ouvrir effectivement les différents thèmes abordés. Et puis, je vais terminer sur une dimension qui est plus institutionnelle, mais qui est, je pense, un frein aussi à l'accès aux populaires, ou aux tentatives en tout cas qu'il y a pour mener un travail auprès des classes populaires. C'est que actuellement, structurellement, dans le secteur culturel public, la consécration des carrières des artistes ou des directeurs ou directrices de lieux s'opère plus souvent autour des questions de création. Et les personnes qui travaillent en direction des publics populaires ont longtemps été renvoyées vers un aspect plutôt socio-culturel, etc. Alors, on voit par la table ronde d'aujourd'hui que ça change, mais malgré tout, ça reste un aspect très structurant du secteur. Et donc, pour aussi renverser la table en quelque sorte et aborder de manière frontale et franche et large cette nécessité de toucher les classes populaires, il va falloir aussi que les initiatives qui sont portées en direction des classes populaires soient parfois moins dénigrées, et puis aussi mieux financées, parce qu'on sait que souvent les projets participatifs, les projets de médiation, etc., ont aussi des financements moindres que ceux de création. Donc ça raconte aussi des choses par rapport au public auquel on s'adresse.
Pour autant, je voudrais terminer sur une note positive. En tout cas, moi, il me semble que pour autant, tout ce qui a été mis à jour lors de ces différentes tables rondes donne en tout cas du grain à moudre et puis laisse à penser peut-être qu'on pourrait renverser la table. Merci à vous. Merci beaucoup, Marjorie Glass, parce que vous avez mis en exergue de façon très intéressante la complexité de cette notion de populaire, avec ses implications, ses enjeux. Et je crois que cette intervention est extrêmement utile. Et je crois que vous avez fait un certain nombre de rappels ou d'observations éminemment salutaires. Je vais pour ma part être extraordinairement court avant de donner la parole à Rachidou Ramdan. Tout d'abord, pour remercier à nouveau, le Théâtre national de Chaillot d'avoir pris cette initiative, de nous avoir confié l'organisation et l'animation de cette journée. Remercier l'ensemble des intervenants dont je crois, parce que les quelques échos que j'ai pu avoir de votre part montrent que les propos tenus par les uns et les autres ont été extraordinairement appréciés, et je m'en réjouis beaucoup. Et puis aussi remercier vous-même, le public, qui avait été très attentif tout au cours de cette journée, qui avait posé des questions extraordinairement pertinentes. Donc, naturellement, il convient que je le dise, mais j'ai plaisir à le dire et je voulais simplement en faire état. Pour ma part, j'ai retenu quelque chose qui m'a quand même frappé. Alors, c'est vrai que peut-être il convenait de le faire, mais je trouve que ce que je retiens, c'est le sentiment de mouvement, de mutation. Ça bouge. Je pense qu'il y a 5 ou 10 ans, nous aurions tenu ce même événement, il n'y aurait pas eu ce sentiment que j'ai eu, peut-être totalement subjectif, de foisonnement d'initiatives et de capacité d'innovation dans la réflexion. Je trouve que très souvent on dit que le paysage, notamment du service public, est un peu figé, qu'il y a des institutions culturelles qui ne bougent pas assez, que les métiers sont un peu figés dans un certain nombre de bureaucratisme, de corporatisme, dans des habitudes acquises. Je trouve que les différentes prises de parole ont montré combien les choses sont quand même en train de bouger de façon assez sensible et que nous n'avons pas du tout devant un paysage qui est fermé sur lui-même. Je trouve ça, c'est extrêmement important. Je termine en disant quelques mots-clés que je vais retenir. C'est également subjectif, forcément, mais il me semble qu'il y a quelques mots-clés comme ça qui peuvent résumer assez bien les interventions. Il y a d'abord cette question de l'hospitalité. Oui, l'hospitalité, c'est, je crois, le mot qui a pu être le fil conducteur de l'ensemble de ces journées. Je pense qu'il est bien de le mettre en exergue. Deuxièmement, il y a cette idée de croisement, d'hybridation, quel que soit le terme qu'on emploie, croisement des publics, croisement des pratiques, croisement des arts, et peut-être croisement aussi, au-delà même du secteur culturel, croisement du secteur culturel avec d'autres secteurs de la vie sociale et économique, ne serait-ce que les quartiers difficiles, l'éducation, etc., etc. Et je crois que cette idée de croisement est extrêmement importante, aussi parce qu'il ne peut pas y avoir de populaire sans précisément ce travail de lien entre les origines, les objectifs, les orientations et les prises de position des uns et des autres. Troisième mot-clé, l'expérimentation. L'expérimentation avec la prise de risque, expérimentation dans la recherche des publics, expérimentation dans la recherche de cette question des nouvelles technologies qui permet d'ailleurs d'introduire nouvel type de coopération, me semble-t-il, entre le secteur public et le secteur privé, même si chacun doit rester à sa place, cela a été dit. Et je crois que ça, c'est important aussi, que l'expérimentation permette de situer la recherche du public, non pas justement dans ce qui est forcément le plus facile d'accès, le plus accessible, mais dans un travail qui met en relation la création avec la capacité du public à participer à un certain nombre d'actions. Et puis, dernier sujet, la question des clochements. Rachidou Ramdan et Béatrice Josse nous ont permis d'écouter ce texte sur ce qui cloche dans les institutions, ce qui cloche dans les tutelles. J'aurais pu dire aussi, en allant un peu plus loin, ce qui cloche dans ce qui n'est pas les institutions, et ce qui cloche aussi dans la notion même de populaire. On pourrait
constituer avec la notion de clochement un espèce de fil conducteur aussi. Je dis ça parce que, bien entendu, quand ça cloche, ça provoque de l'immobilité, des difficultés, ça suscite aussi un certain nombre de victimes lorsqu'on veut s'affranchir de ce qui cloche, mais je serais tenté de dire aussi qu'il y a une dialectique des clochements, si je puis dire, et que quand ça bloque, quand ça cloche, c'est aussi ce qui permet de rebondir. Parce qu'à un moment donné, et surtout lorsqu'on fait un effort de lucidité et de travail critique, on s'aperçoit qu'on ne peut pas rester dans cette situation de cloche-pied. Et que par conséquent, il faut bouger. Et d'une certaine façon, je pense que les structures bougent aussi parce qu'à partir d'un certain moment, ayant conscience des difficultés qui sont les leurs, elles permettent de rebondir et d'avancer. Et donc, de ce point de vue-là, il y a, je crois, un aspect positif, autant que c'est un peu paradoxe, c'est un paradoxe, mais quand même, je pense qu'il y a un effet positif dans le fait d'être dans le clochement et de tenter de vouloir les surmonter. Voilà, merci à vous, c'est à toi. Oui, bonsoir. Oui. Ah, pardon, la salle s'est un peu vidée. Bon, j'ai pu déjà pas mal m'exprimer ce matin. Grâce à Marjorie Glas, on a une belle synthèse. Merci pour tes mots, Jacques. Non, bah, écoutez, un commentaire de fin, peut-être. Et pour rebondir peut-être sur ce que je viens d'entendre là de Marjorie, vous avez traversé un grand pan de l'histoire et moi je le ramènerais juste à ces dernières années. C'est-à-dire je crois que c'est effectivement, je sens un mouvement, tu l'as dit Jacques, vous l'avez dit Marjorie, je sens que aujourd'hui quand on parle d'expérimentation, on ne parle plus uniquement d'expérimentation dans un propos d'auteur et dans un propos scénique, mais on parle vraiment d'expérimentation dans la capacité à inventer d'autres modes de relations avec les publics. J'ai entendu toute la journée combien nos institutions, effectivement, elles prennent aujourd'hui le risque de se positionner peut-être de façon plus décomplexée, parce qu'on peut s'appuyer sur cette histoire, peut-être aussi parce que le champ politique est prêt à prendre, même si j'ai été témoin de déboires de certains dans leurs difficultés avec des collectivités parfois, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est peut-être plus préparé à entendre autrement ce qui a longtemps été la distinction que vous avez rappelée entre création et éducation artistique et culturelle, que ces choses sont vraiment voilà, les deux faces d'une même pièce et que nombreux des témoignages qu'on a entendus aujourd'hui, je ne vais pas toutes les reciter, mais à chaque fois la question c'était plus, en tout cas j'ai beaucoup entendu ça, c'est plus comment uniquement on fait venir des gens dans nos salles, c'est plutôt comment on fait acte de soins, comment on fait acte d'éducation, comment on fait acte de rassemblement et de façon contradictoire. Gilles tout à l'heure le disait, c'est-à-dire on peut avoir un Damien Jallet qui a énormément de vues, mais quelqu'un qui est quand même d'une notoriété, je crois, objectivement plus grande avec un Jean-Michel Jarre. Mais en fait, comment ces phénomènes de notoriété, de populaire dans tous ces endroits-là œuvrent différemment, mais surtout viennent s'inscrire dans tous les autres champs dans de nombreux secteurs de l'activité humaine. C'est-à-dire comment ce secteur culturel aujourd'hui, comment nos institutions viennent peut-être encore plus qu'avant dialoguer avec le social, l'éducation, la justice, la recherche, l'expérimentation du champ digital. Donc, je vous félicite toutes et tous, parce que c'est quand même toujours assez rafraîchissant d'entendre cet engagement et de sentir ce mouvement s'opérer. J'espère qu'on n'a pas juste cherché une légitimité, comme vous l'avez dit Marjorie, parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a une expression que je n'ai pas beaucoup entendue. Peut-être que j'ai été discret, mais je crois qu'à aucun moment de la journée, la notion de droit culturel a été énoncée. Et je pense qu'en fait, c'est cette chose qui nous occupe depuis un moment, peut-être aussi, effectivement, nous amène à penser la façon de faire place et non plus, quand on parle d'expérimentation, comme je disais tout à l'heure, se soucier de quoi produire et pour qui, mais de comment faire converger et comment donner la place à ce qui n'est pas encore là.
Voilà, ça paraît un peu théorique, mais je sens que c'est ce qui porte aujourd'hui beaucoup de directeurs de lieux et d'artistes. Et ben, on va voir où ça nous amène. On se donne rendez-vous, j'imagine, autour d'un sujet qui peut-être nous permettra de rebondir l'année prochaine. Merci encore, à très bientôt.